Quand le met au fond. Qui a lieu en ce moment même. Autour de moi, j'ai du beau monde, j'ai la même équipe que d'habitude. On va commencer par Cisco. Comment ça va, Cisco? Ça va tranquillement. Un peu stressé, je crois. Ah ouais. J'ai déjà fumé 9 paquets de cigarettes. Alors là, pour vous donner un petit peu le contexte, on a l'écran face à nous, on est en train de suivre le tirage. Donc on va vous faire vivre ça en live. Dès que l'OM tombe, là c'est le chapeau 3, donc on n'est pas encore directement concerné. On va vous faire vivre ça en live, ça devrait tomber d'ici quelques minutes, le groupe de l'OM. Donc restez avec nous, on va savoir ça rapidement. J'ai avec moi Idriss aussi. Comment ça va, mon Idriss? Tranquille, on est là. Moi, j'ai envie de. Toi, tu veux du lourd, toi? Moi, je veux du gros, moi. Je veux des belles affiches, je veux des grosses défaites, je veux des moments historiques, moi. Tu veux du Pierre Ménès? Non, c'est pas de moi, celle-là. Tu es maso comme ça. Pourquoi tu es... Ouais, c'est la Ligue des Champions et de toute façon, mal. je préfère me faire taper par Liverpool que par Krasnodar. Hein. Oui. Au moins, tant taper par les deux. Oui, tu peux te faire taper par les deux. Donc, ce que je dis, on va se faire taper par tout le monde. Donc, tant qu'à faire, on se fait taper par plus beau, quoi. À ma droite, j'ai Amaïs. Comment ça va, Ama? Ça va et toi, Mathieu? Ça va. Écoute, ça va très bien, on est un peu stressé. J'imagine que toi aussi, le petit frisson qui est là devant ce tirage. Oui et non, dans le sens où je suis excité en tant que fan de l'OM. Lui, il est optimiste. Un peu déçu aussi en tant que fan de l'OM, car on ne pourra pas aller au stade. Et depuis le temps qu'on attend ça, je suis extrêmement déçu. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup se désolent de. Alors que l'Olympiakos vient d'être retiré, le club de Mathieu Valbuena. Donc là, Olympiakos qui va tomber dans. On va vous faire ça en live. Ça va être un peu freestyle ce début d'émission. Ouais, jusqu'à ce que le groupe soit tiré. Ça va être un peu de la réaction. Juste pour vous dire pêle-mêle un petit peu de quoi on va parler. Donc on va évidemment évoquer ce tirage au sort. On va évoquer le groupe de l'OM en particulier. On évoquera peut-être un petit peu aussi les autres groupes si on a le temps. Et on restera sur l'OM, sur ce match qu'on a vu samedi dernier, cette contre-performance face à Metz. On ne veut pas dire autre chose. On reviendra sur ce match-là, on évoquera aussi le match qui nous attend ce week-end face à Lyon, le déplacement au Groupama Stadium dimanche, et puis on évoquera la fin de ce mercato qui termine lundi. Donc pas mal d'actu. J'ai un coup de gueule à passer moi sur la fin du mercato. Voilà, donc ce sera ton coup de gueule, on attendra ça. Là c'est Didier Drogba qui effectue le tirage au sort. Didier Drogba et Florent Malouda, alors que Dynamo Kiev vient d'être tiré, et alors qu'on parlait tout à l'heure que Liverpool et l'Ajax nous promettaient du beau football, mais c'est l'Atalanta qui vient de se rajouter dans leur groupe là. C'est le plus gros groupe. Groupe D, Liverpool, Ajax, Atalanta, celui-là il pique. Et sans le football. Ça joue au foot surtout. Le groupe G, donc Dynamo Kiev qui vient d'être sorti. On va l'appeler le groupe Azir Saïd Mohamed Cheikh celui-là. Juste un petit point sur le règlement. Vu que l'OM ne peut pas tomber sur le même jour que le PSG, donc on tombera forcément sur le groupe A, B, C ou D. Voilà, donc A, B, C ou D. Donc là, on les a pas à l'image. Parce que voilà, si mais ça va être du costaud. Hein. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est tout simple, c'est par rapport aux droits télé. En gros, il y a les 4 premiers groupes qui jouent le mardi, A, B, C, D, et EFGH qui joue le mercredi. Après, ça s'intervertit. Exactement. Et pour les droits télé, pour pas que les 3 clubs anglais jouent le mardi, qu'il n'y en ait qu'un qui joue le mercredi, ils essaient toujours de diviser en deux. Et vu que l'OM est tête de série des clubs français avec le PSG, le PSG est groupe H, donc l'OM sera forcément, comme l'a dit Cisco, dans les groupes A, B, C et D. Et Rennes se tapera un des 2 doublons. Tu veux que je les rappelle les groupes? Alors vas-y Cisco, rappelle-les. Donc c'est les groupes dans lesquels l'OM peut tomber. Dans le groupe A, il y a le Bayern et l'Atlético Madrid. Dans le groupe et le Salzbourg vient d'être tiré dans le groupe A. Donc dans le groupe A, Bayern, Atlético de Madrid et Salzbourg. Compliqué. Ensuite, le groupe B, Real Madrid et le Shakhtar et l'Inter qui vient d'être tiré, qui sera donc dans le groupe B. Dans le groupe B, donc costaud celui-là aussi. Real Madrid et Donetsk. Mais je veux plus que le premier. Dans le groupe C, FC Porto et Manchester City. Et dans le groupe D, Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta Bergame. Donc voilà, forcément, l'OM tombera forcément dans un de ces 4 groupes. Ah, le B, moi, il me plaît. En plus, si on prend le groupe D, on va se faire dessus. N'hésitez pas à nous envoyer vos pronostics, vos pires, vos meilleurs groupes là sur le hashtag Passe ton ballon, on les lira à l'antenne. Si on tire le groupe D, je fais une annonce. On va commenter tous les matchs en direct parce que je veux voir Azir se faire du mal en regardant l'Atalanta tordre l'OM. Ça serait trop marrant. Azir qui ne peut pas être avec nous, malheureusement, il est dans les bouchons là. Non, il est avec nous par texto. Voilà, il est avec nous par texto et sur le hashtag Passe ton ballon. À Genève. 13, il n'est pas là aussi. 13, notre semi consultant, voilà. C'est le facteur X. Il vient dans les jeux juste pour me faire perdre. Et à chaque fois, en plus, il y a les mauvaises réponses quand il vient dans les jeux. On te salue 13 si tu nous écoutes. Notre community manager. Mais il est avec nous de loin. Je sais qu'il nous écoute aussi. Ouais. Je sais qu'Azir nous écoute aussi. Azir devra m'envoyer des textos pour qu'il puisse participer à l'émission. On lira leurs réactions. On lira vos réactions. N'hésitez pas à nous envoyer sur le hashtag Passe ton ballon
sur Twitter. Sur le compte Twitter, passe ton ballon. On a lancé le compte Twitter, exactement, Amaïs, tu fais bien de le rappeler. Sur le passe ton ballon, donc n'hésitez pas à aller le suivre. On va mettre tous les podcasts, puisqu'on va enfin avoir les podcasts, ça y est. Oui. C'est une grande nouveauté. On démarre, hein. On démarre. Il y a Az là qui me fait un signe à la technique, qui me dit non, c'est pas prêt, mais t'inquiète, Az, on gère. T'inquiète, on s'en occupe. On s'en occupe, t'inquiète. Donc on va lancer les podcasts. Donc pour ceux qui pourront pas nous écouter en direct, ça sera l'occasion à la de rattraper. salle, au running, dans les transports. Exactement. Donc ça sera l'occasion de. En plus dans les transports, il y a la Rue Jules qui vient de se réouvrir, ça fait un arrêt de plus là. Donc oui, c'est vrai, c'est arrêt Jules Guez qui fait beaucoup parler. ça fait 3 minutes en plus dans le métro. Est-ce que tu veux lancer une émission Passe ta RTM? Alors vous connaissez mon amour pour la RTM. On va pas commencer à me lancer dessus s'il vous plaît. On embrasse le 25 et le B2. Donc messieurs, là, les groupes sont tombés. Amat, tu disais le groupe D, Liverpool, Ajax, Atalanta. C'est un peu le groupe à éviter dans lequel l'OM peut figurer là. Ça illustrerait énormément les carences en termes de jeu de l'Olympique de Marseille. Ça va aller très vite. C'est terrible pour nous. C'est vrai que là, en termes de jeu, on est pas mal. Payet, il va nous faire une petite carence en sucre. Après le retour à la Johan Cruyff Arena, il va devoir manger quelques vitamines. Le groupe A, donc Bayern, Atlético, Salzbourg, peut être aussi très compliqué. Lui, par contre, il me tente pas. Peut être très compliqué. Autant il y a de belles affiches, autant franchement Vincent et Calderon, enfin le Wanda Metropolitano, tout ça. Ah oui, Vincent et Calderon. Je suis un ancien moi. Tu parles de stade, mais ils sont tous vides. Non mais ça change quoi, je parle pas de l'ambiance, non c'est juste esthétiquement, tu vois, voir des matchs là-bas, ça me. Ah mais ça c'est ton côté puriste. Oui, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien ça. C'est pour ça que le Real Shakhtar Inter, moi il me plaît bien, même si au moins c'est des grosses affiches. Mais au moins, voir l'OM jouer contre ces équipes-là, ça me plaît un peu plus. On rappelle Cisco, rappelle ce règlement. Donc l'OM ne peut tomber que dans le groupe A, B, C ou D, du fait que le PSG soit tombé dans le groupe H. Et donc du fait des droits télé, l'OM ne peut tomber que dans les 4 premiers groupes. On rappelle ces groupes. Groupe A, Bayern Munich, Atlético, Salzbourg. Groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan. Groupe C, FC Porto, Manchester City, Olympiakos. Et groupe D, Liverpool, Ajax, Atalanta. En vrai, Raoult, votre préférence dans ces 4 groupes? Alors écoute, moi, c'est toi Cisco. Ouais, en tant que aficionado de l'Inter à mes heures perdues après l'OM, j'aimerais bien voir l'Inter de Conte se martyriser l'Olympique de Marseille de Villas-Boas. Ça me ferait rire. Mais après, si on est un peu plus sérieux, un peu plus objectif, le groupe C, en vrai, il se touche. Le Olympiakos Porto City, en vrai, il y a City qui est peut-être le moins relevé des 4 et puis City, on l'a vu avec Lyon, cet été. Ouais, en plus Villas-Boas qui retrouve Porto, Valbuena qui revient au Vélodrome, même si le Vélodrome serait pas plein. C'est vraiment il y a plein de City, même si c'est une grosse équipe, on le voit avec Lyon que c'est pas infranchissable. Donc en vrai, si on l'a vu aussi contre Leicester, qui n'est pas une petite équipe. Ouais, voilà, City ce week-end, ils ont pris l'eau. Ils ont pris 5. Et surtout qu'on est chapeau 4, donc on tombera contre l'équipe chapeau 1, non, ça sera Porto. Donc City, on les jouera la deuxième journée. J'allais dire on les jouera très vite, mais même pas. C'était une fausse analyse, désolé. Pour les autres clubs, je peux. Oui, vas-y, Cisco, bien sûr. Donc, de toute façon, c'est une spéciale, donc vas-y. Groupe F, Zénith, Borussia Dortmund, Lazio Rome. Il est bien celui-là. G, c'est gros groupe, hein, Juventus, Barcelone et Dynamo Kiev. Miskin Dynamo, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas revenus en Ligue des Champions. Le Séville, Chelsea et Krasnodar. Et enfin, pour le groupe H, le groupe de Paris Saint-Germain, Manchester United et Leipzig. Il y aura une de ces poules qui va avoir Ferencváros quand même. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement tu fais bien de dire ça? Est-ce que vous pensez que les équipes là qui ont déjà été tirées veulent éviter l'OM? Je lisais sur Twitter, les Anglais, sous les tweets des médias anglais, disaient on veut surtout pas tirer Marseille. Regarde le je pense qu'ils ont une image très positive de. Non, mais après, je pense qu'il n'y a aucune équipe de chapeau 4 qui fait peur, mais s'il y en a une à éviter, ce serait l'OM. Regarde les équipes de chapeau 4. Ils ont encore l'image du pointu de William Gallas. Oui, non, c'est sûr que si tu compares l'OM à Ferencváros, ok, non, mais même les autres, faut pas déconner. Voilà, même les autres, tu vois. Disons qu'on a encore une aura peut-être qui fait que deuxième de Ligue 1, et puis après ils se disent peut-être que ça va arriver à un moment, que c'est une mauvaise passe quoi, tu vois. Dans le pot 4 pour rappel, il y a le Lokomotiv Moscou, donc l'OM, le FC Bruges, Mönchengladbach, je l'ai bien dit. L'Istanbul Başakşehir, je l'ai bien dit aussi. Midtjylland, le Stade Rennais et Ferencváros. C'est vrai qu'avec Mönchengladbach, l'OM peut-être le club et l'OM, plus... Encore Mönchengladbach Oui, mais c'est quand même un bon club. Oui, c'est un beau club, mais bon, attention quand même. Ça reste de la Bundesliga. C'est un club qui sort beaucoup sur sa réputation, mais qui est pas... Que les Anglais voulaient éviter le Stade Rennais, justement. Stade Rennais, ça peut être un peu la petite surprise. J'ai vu passer des groupes de la mort en anglais, justement, où c'était le Stade Rennais avec... justement Kamavinga et le recrutement assez ambitieux.
Je pense que dans leur imaginaire, enfin là, ils voient, si tu regardes le classement, ils sont leaders. Les Anglais, ils doivent être. Kamavinga, Zonzi, oui, ouais, je pense qu'ils regardent comme ça. Et puis il y a aussi toutes les rumeurs. Rennes qui a failli attirer Godin pour des raisons fiscales, ça c'est pas fait. On va pas expliquer pourquoi, mais voilà, Rennes qui se permet d'envoyer de l'argent un peu à gauche à droite. Il y a aussi la réputation des anciens Rennais aussi. Je pense que le fait qu'Ismaïl Assar, même s'il surperforme pas de ouf, mais il a fait une très bonne saison l'an dernier à Watford. Je pense que oui, Rennes, ça parle plus aux gens que Ferencváros par exemple. Mais si on n'est pas là pour parler du PSG, mais bon, là, en attendant que le s'attirer, ça permet d'évoquer tous les sujets. Le PSG qui tombe sur Manchester et Leipzig pour l'instant dans son groupe. Ouais, c'est un bon tirage. Ouais, attendez de toute façon qu'ils aient un bon tirage. Bon tirage, ils passeront dans tous les cas. Voilà. Après, ça va, c'est pas un tirage. C'est pas le tirage le plus simple, c'est pas le tirage le plus dur, c'est un bon tirage quoi. Comme, en gros, je préfère avoir ce groupe-là que le groupe qu'ils avaient il y a 2 ans avec Liverpool et Naples. Ils avaient déjà eu beaucoup de difficultés. Ils s'étaient passés, Ils sont sortis la dernière journée. Ils sont sortis la dernière journée. On évoquait même, je me rappelle, au bout de 3 journées, attention, Paris peut-être reversé en Ligue Europa. C'est pour ça. Donc là, ça va. Leipzig, même si ça joue très bien au ballon, ils vont se faire tordre. Après United, la saison de United se résume à 2 mots et à un seul facteur depuis 4 ans. C'est est-ce que Pogba est motivé Pogba qui a été rappelé en équipe de France d'ailleurs. Pogba motivé, en plus vous connaissez mon avis plus que les autres. Vous savez que pour moi, quand il est motivé, qu'il a envie, c'est le meilleur milieu de terrain du monde avec Kevin De Bruyne. C'est comme mon avis. C'est que ton avis. Mais après, quand il a juste envie, on l'a vu sur le football post-confinement en Première Ligue, quand Pogba a envie de jouer, qu'avec Bruno Fernandes et Matic, les 3 sont en forme, c'est pas la même équipe. Hein. Donc est-ce que après Paris finira premier ou deuxième, je sais pas, mais bon, ils passeront quoi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en direct sur rk13.fr pour l'émission Passe ton ballon, votre rendez-vous du jeudi. Émission spéciale, aujourd'hui on a pris l'antenne 1 heure plus tôt, exceptionnellement pour vous faire vivre cette fin de tirage. On était quand même en retard. Mais bon, on s'est dit que vu que ces tirages c'est toujours un peu de blabla, des trophées décernés, c'est jamais vraiment, ça ne demeure jamais vraiment à l'heure. On s'est dit qu'on allait peut-être avoir le pot 4 en direct, effectivement, c'est pas trompé, on a eu du nez pour une fois. Donc bon là par contre ça met un peu de temps. Oui, là pour dire aux gens on est olympique. Pour dire aux gens là on est sur RMC. Là pour dire aux gens on est sur RMC et en fait RMC préfère nous faire parler Romain Danzé qui est loin d'être désagréable. Donc là, plutôt que de nous montrer la cérémonie. On a la présentation là des équipes du chapeau 4 donc ça va bientôt commencer. Hein. Oui, ça y est, une fois qu'il y a ça, c'est bon. Messieurs, là, on a vu la présentation de l'OM, ils ont montré des images il y a 2 ans, donc c'est quand même. Mais parce qu'on n'a pas joué. C'est quand même terrible. C'est l'UEFA, on n'a pas joué l'Europe l'année dernière. Ils ont montré des images du match à Rome, notamment contre la Lazio. Quimper. Oui, Quimper, effectivement. Quimper, effectivement. Le seul point que tu prends, c'est quand tu mènes 2-0 et que tu te fais revenir à 2-2 à Limassol. Sinon, tu finis à 1 point. Ah non, ça, je me rappelle, la première mi-temps, elle était nulle à l'Olympico. Oui, c'est bon. J'ai eu un petit Simone Inzaghi avait vachement fait tourner son équipe. On s'était dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On avait joué très bas, je me rappelle. C'était une catastrophe. C'était ignoble. Domicile, on avait je me rappelle, c'était 3 jours après Montpellier, ce match à l'Olympico. Là, on s'était fait tordre en 2 par Montpellier. Allez, messieurs, ça va débuter. On a le sosie de Claudio Ranieri, comme d'habitude. Vous savez, c'est monsieur qui présente le tirage à chaque fois. Et c'est Didier Drogba qui va tirer, donc peut-être la main de l'ancien Olympien va nous porter chance, on l'espère. Après Drogba, lui, tire juste le nom de l'équipe. C'est Malouda qui décide de la poule. C'est Florent Malouda qui décide de la poule. Donc l'ancien Lyonnais, peut-être qu'il va peut-être avoir la main tendre avec l'Olympique de Marseille. Tirez tout de suite. On est tiré en premier. On est tiré en premier l'Olympique de Marseille. On va savoir tout de suite. Donc c'est le groupe A, le groupe B, le groupe C ou le groupe D. Donc Bayern, Atlético, Salzbourg, Real, Shakhtar, Inter, Porto, City, Olympiakos ou Liverpool, Ajax, Atalanta. Allez, B ou D. Qu'est-ce qui va attendre l'OM? Florent Malouda qui touille. On va avoir le A, vous allez voir. On va le savoir là dans quelques secondes. Celui qu'on veut pas la petite boule en forme de ballon de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu expliques bien? Il ouvre le petit papier. Et je crois que c'est le groupe C. Pourquoi il fait un suspense comme ça de ouf? Donc, groupe C. Le groupe C pour l'OM. Le groupe C pour l'OM. De Porto. Le groupe de Porto. Donc c'est monsieur. Voilà. Villas-Boas. Messieurs, on l'avait annoncé. Le groupe C, c'était le groupe à prendre. FC Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique de Marseille. Messieurs, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien, messieurs. Est-ce que je te disais dans la voiture, la chance à AVB? On s'en sort très très bien, messieurs. L'OM, donc on le rappelle si vous venez de nous rejoindre, groupe C, FC Porto, Olympiakos, Manchester City, Olympique de Marseille. C'est ce qui attend l'Olympique de Marseille pour ce retour à la Ligue des Champions 7 ans après, messieurs. Et du coup, on en parlait nous hier pendant qu'on préparait l'émission.
il y a toujours une part de narration dans ces tirages au sort. Et là, il y a le retour de Villas-Boas à Porto. Et il y a aussi le retour de Mathieu Valbuena. Exactement. Parce qu'il joue à l'Olympiakos. L'Olympiakos, dont un de ses recruteurs phares s'appelle Pierre Issa, qui est aussi ancien Olympien. Effectivement. Pierre Issa, qui à côté de ses activités maintenant. Non. Pierre Issa, qui à côté de ses activités avec l'Olympiakos, dirige une boîte d'agents avec Salim Arash, aussi ancien Olympien. Donc il y a toujours une part de narration dans ces tirages au sort. Envoyez-nous vos réactions sur ce groupe ou sur le hashtag Passe ton ballon, sur l'arrobase Passe ton ballon. Envoyez-nous toutes vos réactions, on veut savoir ce que vous en pensez. On va marquer une petite pause pour souffler, récupérer un peu nos émotions. On revient tout de suite dans quelques minutes. À tout de suite. De retour sur rk13.fr, Passe ton ballon, un Passe ton ballon spécial aujourd'hui, spécial tirage de Ligue des Champions. Et ça y est, on connaît enfin le groupe de l'OM qui sera dans le groupe C avec le FC Porto, Manchester City et l'Olympiakos. On s'en réjouissait il y a quelques minutes, messieurs. On est soulagés de prendre ce groupe. Juste rapidement pour vous donner tous les groupes, le tirage je crois est terminé. Donc le groupe A, Bayern Munich, Atlético Madrid, Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Donc pas évident. Un groupe assez serré, ça va être compliqué pour le Lokomotiv Moscou, je pense. Attention, Salzbourg, ils peuvent aller embêter l'Atlético. Le groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach. C'est pas mal. Il est ignoble. Ça, c'est pas mal du tout quand même. On connaît les problèmes de Conte en Coupe d'Europe. Ça fait sa deuxième saison avec l'Inter. Et la saison dernière, ils ont réussi à perdre 3-0 lors de la dernière journée contre un Barça qui avait fait tourner avec Valverde qui dormait sur le banc. Tout le monde a vu ce même. Alors qu'il suffisait d'un match nul pour passer. Et donc là, je me demande comment ils vont faire pour pas passer. Ouais, ce sera Real et l'Inter pour moi aussi. Ouais, tu vas voir qu'ils vont réussir à trouver le moyen de ne pas passer l'Inter avec Gladbach et Donetsk dans leur poule. Donc le groupe C, c'est celui de l'OM, on le répète, FC Porto, Manchester City, Olympiakos, Marseille. Pas mal de petits clins d'œil dans ce groupe-là. On le disait, Villas-Boas de retour à Porto. On va retrouver Benjamin Mendy de Manchester City. Et on va retrouver Mathieu Valbuena de l'Olympiakos. C'est dommage de ne pas pouvoir aller au stade parce que voir De Bruyne faire des transversales pendant 90 minutes, ça m'aurait bien plu. Ça. Donc voilà, on le rappelle encore, le groupe, si vous venez de nous rejoindre, Porto, City, Olympiakos pour l'OM. Le groupe D, là, un groupe où ça va très très bien jouer au football. Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta, FC Midtjylland. Alors là, le pauvre, ça va être compliqué pour eux. Moi, ils m'ont fait gagner de l'argent hier soir. Les vols j'ai un peu de sympathie. Les vols entre Bergame et le Danemark, ça va être long. Hein. Donc voilà, ce groupe qui est... Par contre, les Liverpool, Ajax Amsterdam, les confrontations entre ces trois équipes, je pense qu'elles vont valoir le détour. Ça va être pas mal du tout. Le groupe E, c'est nos amis rennais qui sont tombés dans le groupe E. Ils sont tombés avec le FC Séville, Chelsea et Krasnodar. Le Krasnodar de Rémi Cabella, donc le stade rennais qui va retrouver ces trois équipes pour une première Ligue des Champions. J'avais pas pensé à ça. Ils s'en sortent pas trop mal non plus. Hein. Séville, Chelsea, Krasnodar. Il y a une troisième place à aller prendre. Moi, je pense que c'est surtout Séville qui est content de ce groupe. Parce qu'en tant que chapeauin, ils auraient pu. Je pense que toutes les équipes sont contentes dans ce groupe. Parce que même Chelsea se dit bon, on s'en sort pas mal. Chelsea passe premier là. S'il passe pas premier, si Chelsea passe pas premier, c'est que Lampard aura chaud pour ses fesses. Ils sont en phase de rodage. Hein. Attention, c'est laborieux leur début. C'est dans 3 semaines le début de la Ligue des Champions. Le FC Krasnodar, je crois que ça sera sa première campagne aussi en Ligue des Champions, il me semble. Je sais pas du tout. Alors ils ont joué sur des tours préliminaires. Ouais, mais je crois que c'est la première fois qu'ils se qualifient, donc ça sera une première pour eux et pour Rennes. Donc ça va être intéressant à suivre. Le groupe F, Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, Lazio de Rome, Club Bruges. Il est bien celui-là. Un groupe très homogène là. Bien malin celui qui arrivera à sortir qui il y aura Dortmund dans les deux. Après ça sera qui du Zénith ou de la Lazio. Et attention Bruges qui parfois surprenant en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, ils avaient battu le Real. Je crois qu'ils étaient dans le groupe du PSG. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ils n'avaient pas été si mauvais. Oui, c'est vrai. Donc à suivre ce groupe F, le groupe G avec la Juventus, le Barça, le Dynamo Kiev et Ferencváros, les pauvres Hongrois du Ferencváros. Première participation aussi, me semble. Je pense pas les pauvres. Je pense pas les pauvres. Je suis quasiment sûr. Je pense qu'ils sont contents. Hein. Ils vont avoir au stade, ils vont avoir Messi, ils vont avoir Ronaldo. Et Ferencváros, ils sont pas venus en Ligue des Champions avec des ambitions. Mais sportivement, c'est compliqué quand même. Oui, c'est pas grave. Ils vont faire plaisir à leurs supporters qui, même dans des stades vides, pourront au moins dire qu'ils ont vu leur équipe jouer face aux deux meilleurs joueurs de tous les temps. Là aussi, un petit arc narratif, Juventus-Barça. Ronaldo Messi. Voilà, Ronaldo Messi, effectivement. Pjanic Arthur. Voilà, exactement. On se rappelle aussi du transfert cet été, Pjanic Arthur. Donc pas mal d'arcs narratifs. Alves aussi à l'époque. Il y a toujours des petites histoires. Il y a un bon petit duel sur le banc avec Pirlo et Coman, deux beaux joueurs. Un qui a fait ses preuves en tant que coach et l'autre qui va débuter. Bon petit groupe aussi pour Pirlo, si on peut parler de ses débuts d'entraîneur, qui sont plutôt encourageants pour l'instant. On va voir justement avec la Ligue des Champions, avec un Barça qui risque d'être le sketch permanent cette saison.
À voir. Franchement, ça va être intéressant. Et enfin, le groupe H, le dernier groupe avec marrant, nos meilleurs ennemis, les Parisiens, qui sont tombés avec Manchester United, le RB Leipzig et l'Istanbul Başakşehir. Tu dis pas Rasenbauer Leipzig? Non, je suis pas. Tu n'es pas Jean-Charles Sabatier. Je me suis contenté du RB. Tu n'es pas Jean-Charles Sabatier. Autant j'étais sur le Leipzig, j'étais serein, autant sur le RB, je m'y suis pas risqué. Et après, avec Başakşehir. Nos amis parisiens, ils s'en sortent pas trop mal. Bon, après, ils sont dans le chapeau 1. Oui. Après, l'ironie de l'histoire, ça serait que l'OM et Rennes, avec leur groupe abordable, créent l'exploit et passe, et que le PSG, par je ne sais quel malentendu, passe à la trappe. Ça serait très drôle. Ils sont capables, on sait que le PSG. Moi, je les vois bien perdre contre Leipzig. C'est possible. On rappelle qu'ils les ont remis 3-0 en demi de Ligue des Champions, mais c'était dans un contexte totalement différent. Oui, Leipzig qui n'avait plus Werner, notamment, donc ça change beaucoup de choses. À voir comment. Le football est plein de petites histoires comme ça, donc ça peut être. Exactement. Ben, monsieur, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va pas s'attarder sur ces groupes, notamment celui du PSG. On n'est pas là pour parler de Paris. On va parler de ce groupe de l'OM et ce tirage qui a été. J'ai pas envie de dire clément, mais presque, pour l'OM avec le FC Porto, Manchester City et l'Olympiakos. La première question que j'ai envie de vous poser, Maïs, ton avis sur ce groupe, est-ce que c'est jouable Pour ma part, oui, non, on peut dire que c'est un tirage clément au vu de ce qu'on pouvait se prendre. Avoir Porto et l'Olympiakos, franchement, je suis satisfait. Et Manchester City, parmi les gros, n'est pas forcément le plus fiable en Ligue des Champions, comme on a pu le voir. Il y a eu quelques échecs. Après, quand tu dis jouable, au niveau de quoi? De la Ligue des Champions? Non, je ne pense pas, parce que je pense malgré tout qu'on a un effectif limité en termes de qualité et quantité pour tenir sur les deux compétitions majeures que sont la Ligue des Champions et la Ligue 1. En revanche, je peux clairement rêver, si on peut parler de rêve, d'une 3e place et ainsi poursuivre l'aventure européenne en Europa League. C'est largement possible. J'ai vu Cisco, tu étais soulagé. Quand le groupe C est sorti. Totalement soulagé. C'est le groupe que j'ai souhaité lorsqu'il y a eu les premiers tirages. Non, c'est Porto. Je connais pas trop. Je vais me fier à ce que va me dire mon ami Omer, qu'on peut suivre sur Twitter. Qu'on salue, je pense qu'il doit nous écouter. Il nous écoute. Ensuite, il va falloir se méfier de Mariga quand même. Oui, de toute façon, de tout l'FC Porto qui reste une équipe très costaud. Ensuite, pour Manchester City, comme disait Amaïs, c'est pas forcément le plus gros, le plus fiable. On a vu contre Lyon où ils ont été un peu en dessous et à chaque fois en Coupe d'Europe, c'est le cap où ils n'arrivent pas à passer. Et leur début de championnat aussi en atteste, c'est pas le grand Manchester City. Ils ont pris 5-2 contre Leicester ce week-end. Ouais. Et Olympiakos, c'est totalement abordable. Moi, je vois au moins l'Europa League. On peut l'espérer en tout cas, cette 3e place. C'est vrai que l'Olympiakos apparaît peut-être comme l'adversaire direct pour la 3e place si vraiment on a une vision pessimiste des choses ou lucide. Oui, lucide, oui. Sur le papier, Manchester City et Porto semblent au-dessus. L'Olympiakos, c'est jouable. Là, ils sont qualifiés contre l'Omonia Nicosie. Bon, ils ont fait une très bonne confrontation aller-retour. Mais mine de rien, ils ne sont pas allés gagner à Chypre. Ils ont fait 0-0, même s'ils ont archi dominé le match. Donc, pourquoi pas prendre des points lors de la double confrontation contre les Grecs, c'est tout à fait possible. À un moment donné, oui, si tu es en Ligue des Champions, c'est aussi pour avoir un minimum d'ambition. Je pense que le plus réaliste pour l'OM, c'est d'abord la 3e place. On verra ensuite si jamais tu peux concurrencer Porto. C'était ma question justement, messieurs, c'est comment l'aborder là? Est-ce qu'on se dit, on a un groupe la tirage nous a été clément, on essaie de viser la qualif, ou est-ce qu'on se dit bon allez go sur la 3e place? C'est un groupe qui Non, c'est vraiment abordable. Moi je pense qu'on peut viser la deuxième place. On parlera du fond de jeu, tout ça après. Oui. Mais peut-être que la préparation, il y a une préparation pour être au pic de forme pendant la Ligue des Champions. J'en sais rien, on ne sait pas. Écoute-moi, cet argument, il me débecte. Je déteste cet argument. On y reviendra après sur la condition. On reviendra après sur tout ça. Mais moi, je pense sincèrement qu'on peut viser la 2e place. Idriss, je vois que tu es muet depuis tout à l'heure, tu écoutes attentivement. Pour une fois. Qu'est-ce que ton premier sentiment là, quand tu vois ce tirage au sort et ce groupe pour l'OM? Quand on voit les 4 possibilités qu'il y avait à B, C ou D, c'est la moins pire des 4.
La meilleure même, hein, c'est même pas la moins pire. Parce que regarde le groupe B, Real Madrid, Inter Milan, quand tu vois le recrutement de l'Inter et les 2 premiers matchs de l'Inter, si tu peux les éviter, parce que je te rappelle que tes latéraux à toi, c'est Sakai et Amavi. Ouais. Là-bas, ils vont arriver avec Hakimi et Ashley Young, qui est dans la forme de sa vie à 36 ans. Si tu peux éviter, ça va. On s'est dit, comme Cisco le disait très bien, quand on a vu le tirage au sort défiler, on a appris qu'on allait être soit dans le groupe A, B, C ou D. On s'est dit que le groupe C, finalement, avec les 3 équipes qui avaient déjà été tirées, c'était le meilleur à prendre. Et bon, en vrai, la chance nous a souri pour une fois. Après, voilà, comme je te dis, moi, si c'était juste de mon sort, je t'aurais dit groupe B parce que jouer le Real, de toute façon, moi, je pense pas qu'on se qualifiera. Donc, quitte à pas se qualifier, autant voir des beaux matchs. Shakhtar Donetsk, on sait que bon, c'est plus l'équipe avec Willian, Tyson et tout ça. Mais ça reste quand même une équipe très sérieuse. C'est pas pour rien qu'ils sont en Ligue des Champions tous les ans. Et puis l'Inter aussi. Bon, après, moi, je suis un peu aussi supporter de l'Inter à côté. Donc, j'aime bien toujours voir des OM Inter, surtout qu'on gagne à chaque fois. Donc, j'aurais aimé. Mais ça va être des beaux matchs. Hein. Après, sportivement, oui, c'est le meilleur des 3 groupes. Parce que City, ils sont prenables. Parce que Porto, mine de rien, Porto, les gars, il n'y a plus James Rodriguez, il n'y a plus Falcao. Porto, ils sont dans le chapeau 1 parce qu'avec la nouvelle réforme, ils sont champions de Portugal, donc ils sont chapeau 1. Mais après, regarde. Ça reste une équipe supérieure à la tienne. Hein. Faut oui, pas de base, mais ça va. Mais c'est pas Liverpool ou c'est pas le Bayern. Non, quand tu regardes le groupe A, tu as Atlético Bayern. Le Bayern, déjà, tu sais que ils ont perdu Thiago Alcantara, mais t'inquiète, ça change rien. Et l'Atlético, si tu peux éviter Diego Costa, Luis Suarez sur Caleta-Car et Alvaro, ça va aussi, je prends. C'est un bon compromis, pardon. Il y a une donnée qui sera importante à prendre en compte aussi, c'est les calendriers qui devraient sortir, je pense, dans la soirée. Qui vont peut-être influer pas mal de choses. En vrai, les calendriers, c'est toujours les mêmes. Hein. Ils sont toujours sur les mêmes schémas. Oui, non, mais je dis ça dans le sens où c'est pas pareil d'enchaîner la double. Parce que vous savez, dans le calendrier, la 3e, la 4e journée, c'est vous affrontez la même équipe. C'est pas pareil si tu affrontes City ou si tu affrontes l'Olympiakos. Oui, tout à fait, oui. Ça peut avoir une influence considérable en championnat, sur la suite de la campagne. En championnat, tu as déjà joué tous tes gros. Là, tu vas jouer Lyon. En sortie de trêve, tu vas jouer Bordeaux. Ouais, si tu tapes la double confrontation avec City entre un déplacement à Lorient, ça va. Hein. Messieurs, j'ai les effectifs un petit peu là, des équipes qu'on va affronter sous les yeux. Alors, on va pas parler de Manchester City, on les connaît par cœur, mais j'ai envie déjà d'évoquer l'Olympiakos parce que ça semble être l'adversaire direct pour la 3e place en ayant une vision lucide des choses. Franchement, moi je te on a quand même des joueurs qui sont sympas. On est pessimiste. Après, on va parler du match de ce week-end, tu vas voir. Voilà, c'est ça. En fait, on va retomber sur terre dans quelques minutes. Voilà, tu vas voir. Là, on parle Ligue des Champions et tout, on se la pète. Après, on va parler match de Metz, tu vas comprendre ta douleur. L'Olympiakos a quand même des joueurs qui sont reconnus au niveau européen. On a Rafinha, vous savez, l'ancien joueur du Bayern, le latéral brésilien. On a Ruben Semedo, le portugais. On a Yann M'Vila, qui vient d'arriver de la Saint-Etienne. Donne les âges des joueurs. On a Mathieu Valbuena. Après, c'est vrai que tu fais bien de le dire, ce sont des joueurs qui sont quand même très âgés. Hein. Et aussi, on a Soudani, l'Algérien. L'Algérien qui joue là-bas. À chaque fois qu'un Algérien peut faire la pelouse du Vélodrome, ça sera drôle, mais bon. Donc, il y a quand même beaucoup de Grecs aussi. On a Torosidis notamment. Oh là là. Dans la narration, on a oublié le retour de Mitroglou. Au Pirée. Ah oui, exactement. Ah, oui, il faut qu'il soit dans le groupe obligatoirement pour ce match. Exactement. L'Olympiakos coaché par Pedro Martins, un Portugais. Il y aura 3 coachs portugais dans le groupe. Sergio Conceição, André Villas-Boas et Pedro Martins. Ça va être intéressant. Ça montre la qualité de leurs entraîneurs. Mais c'est pas les 3 seuls entraîneurs portugais de la Ligue des Champions. Parce que Tottenham n'y sont pas. C'est vrai que j'allais te dire Fonseca, mais la Roma n'y est pas. C'est possible. Tottenham n'y est pas, donc ouais, en fait, c'est les 3 seuls entraîneurs portugais. C'est possible, il faudrait vérifier ça, mais c'est possible. Mais du coup, il n'y a qu'un seul entraîneur français, 2 avec Zidane. Zidane et Julien Stéphan. Oui, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai, là tu viens de casser l'ambiance. Est-ce qu'on peut. L'Olympiakos n'avait pas un effectif qui est. Bon, j'imagine qu'après les supporters grecs qui font le passe ton ballon grec doivent se dire pareil de l'OM. Mais après, comme l'a dit Ama pour le groupe, je ne sais plus lequel. Mais après, je pense que les 4 équipes sont contentes du groupe tiré. Hein. Parce qu'après, il y a City qui est content parce que pour eux, ils sont au-dessus des 3 équipes et sur le papier, c'est le cas. Et tu as les 3 équipes Porto, Olympiakos, OM qui se disent il y a peut-être une 2e place à aller chercher. En fait, c'est l'équipe qui terminera 4e qui s'en mordra les doigts. Et quand on connaît en plus le tempérament dans les 3 clubs, l'équipe qui finira 4e ira vers une belle petite crise. Du côté du FC Porto, on a pas mal de beaux noms aussi. On a Pépé, une bonne équipe, le fameux Pépé, mais 37 ans, toujours là. Et qui fait, on peut le dire, qui fait une très 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 belle saison l'année dernière. Et avec en plus des matchs avec la sélection de très haute volée.
On a pour le moment, je dis bien pour le moment, Alex Telles, mais on sait qu'il a annoncé du côté de Manchester United. Ouais. Est-ce qu'il sera encore là au moment il a annoncé d'un peu partout, United, PSG aussi. Telles, il va bouger. Grande chance qu'il parte, le latéral brésilien. On a du Chancel Mbemba, le Congolais, Danilo Pereira, le milieu portugais, excellent joueur, Sergio Oliveira. C'est limite le meilleur joueur de l'équipe. Tous les deux internationaux. Il y a des bons petits joueurs, Jesus Corona évidemment. C'est pas mal aussi FC Porto. Oh là là, je me languis le jour d'OM Porto avec toutes les blagues avec Corona là. Ouh là là, ça va être insupportable. Tu parlais de Moussa Marega aussi, Cisco, dont on racisme non? C'est un effectif quand même, j'ai l'impression quand même un peu au-dessus du nôtre et dessus de l'Olympiakos. Oui, il faut pas se leurrer. Vous trouvez ? On a toujours une vision un peu négative du championnat portugais en France, je sais pas pourquoi, mais Porto est meilleur que l'OM. Ceux qui disent ça. Le champion du Portugal, à partir de là. Ceux qui disent ça ne regardent pas les matchs. Moi je parle juste sur le papier, l'équipe elle est pas. L'équipe n'est pas. Non mais elle est pas. Je veux dire, elle nous surclasse pas de 2-3 catégories. Je pense que ça va. Mais comme pareil, elle nous surclasse. Imagine les Portugais qui font leur passe ton ballon portugais. Ils doivent en train de se dire Morgan Sanson et tout ça. Mais rien que le milieu de Porto, il est largement meilleur que le nôtre. Oui, mais d'ici là, Pape Gay aura récupéré sa place. Oui, d'accord, largement. Messieurs, il ne veut pas parler sérieusement. Non. En soi, je suis d'accord avec vous. Je trouve juste l'écart est pas si ouf. Messieurs, pour aborder plus globalement cette Ligue des Champions, sans entrer dans les détails du groupe comme on vient de le faire, est-ce qu'on doit faire de cette Ligue des Champions un objectif ? Non. Est-ce qu'on doit tout mettre là-dessus ? Qu'est-ce qui... Toi, je vois qu'Idriss, là, tu hoches la tête, tu dis non tout de suite. Alors, moi, je te dis, je suis dans une phase Jean-Michel Aulas-Sienne. Ça veut dire que si tu finis 4e avec 0 points, tant que tu finis 2e à la fin de la saison, c'est pas grave. Non, 4e avec 0 points, ce serait quand même un gros camouflé. Tu peux avoir 2 points. Après, oui. Après, je parle. Non, je te dis juste dans un cas extrême. En gros, si tu fais la pire des campagnes de Ligue des Champions, tant que tu retournes l'année prochaine, parce que ce qui est important en Ligue des Champions, c'est les sous. Je parle pas en tant que supporter, là. Je parle en tant que dirigeant. En tant que. Je parle en tant que suiveur de l'Olympique de Marseille qui en a marre des excuses de on n'a pas d'argent. Je parle d'argent, j'ai fait une petite parenthèse. Sur Twitter, on fait remarquer ça et c'est vrai que c'est important dans la situation actuelle de l'OM. L'OM vu que l'OM est tombé dans le groupe C et que PSG et Rennes sont tombés dans le groupe G et H, l'OM jouera toujours tout seul. Il n'y aura pas de club français en face, qui assure à l'OM un fort pourcentage en droit télé. Et on jouera à 21h tous les jours. Ce qui est intéressant financièrement pour l'OM. Tout à fait. Donc du coup, si je me mets à leur place, je me dis, en gros, tu dis, est-ce qu'on en fait un objectif ? Ça veut dire que dans ce scénario-là, on aurait l'appui sur l'équipe en disant, il faut tout faire, tout ça. Moi, non. Le plus important, c'est le championnat. Le début de saison, tu es en train de perdre beaucoup de points. Tu as tes concurrents directs qui peinent aussi à démarrer, mais on voit Rennes qui est en Ligue des Champions et Rennes qui est en train de réaliser un très beau début de saison. Donc pour moi, l'objectif, c'est de retourner en Ligue des Champions, peu importe ce que tu en fais cette saison. Après, quand tu vois la poule, tu es obligé de te dire, bon les gars, en vrai, faudrait pas finir 4e. Mais je pense que si tu finis 4e, que ça soit avec 2, 4, 5, 6 points... Justement, est-ce qu'on peut faire plus ridicule que la fameuse campagne 0/6 de 2013 ? Mais ça serait terrible quand même pour l'OM de renouveler... Si tu fais... de faire 0 sur avec cette poule-là. Avec cette poule, parce qu'à l'époque, tu avais Arsenal, Dortmund et Naples. Et même si sur le papier, ça paraît tranquille, il fallait regarder les équipes à l'époque. Dortmund venait d'être faire finale de Ligue des Champions, ils n'avaient perdu que Mario Götze. Ils avaient encore Reus et Lewandowski, ils venaient de recruter Aubameyang. Arsenal était sur un début de saison avec Mesut Özil qui venait d'arriver, où ils étaient invaincus en première ligue, ils étaient leaders les 2 fois où on les a joués. Et Naples, pareil, avec Rafa Benitez qui venait d'arriver, il y avait Callejon, il y avait Duvan Zapata, aujourd'hui à Atalanta. Il tirait bien la bourre avec la Juve. Avec la Juve, il y avait Higuain aussi. Il y avait encore Higuain à l'époque. Zapata était pas du tout à Naples. Il marque contre nous. Il marque un but exceptionnel. Oui, il marque une grosse frappe du pied gauche. Oui, c'est des manches dans le Sampdoria parce qu'il est parti mais c'est juste parce que tu as l'esprit de contradiction. Non, en soi, voilà, à l'époque, on avait chopé de très grosses équipes et on avait fait 0 points. C'était dommage, mais bon. Là, franchement, si avec Porto, Olympiakos, City, tu finis le groupe à 6 matchs, 6 défaites, ah oui, c'est encore beaucoup plus humiliant. On nous envoie beaucoup de messages sur le hashtag Passe ton ballon, n'hésitez pas à réagir. On nous dit ne crachez pas sur l'Olympiakos, ils ont quand même une très grosse expérience de la Champions League et c'est hyper difficile de jouer dans les stades grecs. Alors là, on ne sait pas si le stade sera peut-être vide. La dernière fois qu'on avait... Les stades seront vides surtout. Et la dernière fois qu'on a joué dans un stade grec, c'était une passe décisive de Morel pour un but de Lucho. Pour le grand Lucho González. Avec Jimmy Traoré titulaire. Azir qui nous envoie un petit tweet, il n'est pas là avec nous malheureusement, mais il réagit sur le hashtag Passe ton ballon. Il nous dit qu'il faut quand même faire bonne figure, l'OM doit respecter son histoire et donc l'Europe. On a Nabil qui
nous dit bon tirage, mais il manque une donnée importante, le public. C'est vrai, ça, on peut le regretter. On a The Phenom qui nous dit sincèrement jouable. Certains sont trop pessimistes. Et on a enfin Alan qui nous dit faut mieux viser l'Europa League. Sur le hashtag passe ton ballon. C'est l'objectif. Je pense que là, maintenant que tu as ta poule, oui, l'objectif c'est d'être au moins en Europa League. Mais après, en fait, je suis déjà fatigué des arguments de le championnat a débuté trop tard, on joue tous les 3 jours, on est fatigué. Non, mais justement, tu vas jouer tous les 3 jours, t'as pas à calculer en fait. C'est pour ça que. Non, mais Villas-Boas, il va te dire l'effectif est trop court. Mais ça, tu le sais déjà, mais joue. Du coup. Non, mais c'est pour expliquer les défaites, c'est pour ça, je suis fatigué de ça. Ça fait 7 ans que t'as pas joué la Ligue des Champions, autant jouer. En plus, là, t'as vraiment un coup pour continuer l'aventure européenne. Peut-être pas en Ligue des Champions, je me répète, mais au moins en Ligue Europa. Continue. Parce que. Tu dis que il faut assurer la 2e place en championnat cette saison, vu comme c'est parti. Je suis assez pessimiste, au moins qu'on ait un minimum d'émotion en Coupe d'Europe, quoi. Voilà, sachant que justement, vu que l'effectif est assez court, au moins essayer de nous faire vibrer cette saison. Tu parles de vibrer, qu'est-ce que vous attendez là de cette Moi, je veux que Radonjic soit notre cornet. Tu rêves là. Surtout parce que j'en ai marre justement de ces clubs français qui jouent pas à fond les compétitions qu'ils peuvent avoir. Là, par exemple, le dernier exemple, c'est Reims. C'est un scandale qu'ils ne se qualifient pas contre. Après, ils avaient contre Vidéoton. Ils avaient beaucoup de blessés. J'ai cherché ces nouveaux clubs d'Aleph, l'ancien Marseille. Non, mais ils avaient beaucoup. En vrai, pour prendre leur défense, après le discours du coach derrière est ridicule. Mais pour prendre leur défense, ils ont eu 2 gros départs cet été. En défense avec Disasi et l'autre, j'ai oublié, là, qui a signé à Rennes. On parle du championnat hongrois, soyons sérieux. Ouais, mais c'est une équipe qui a eu du mal à faire à débuter sa saison. Ils avaient plusieurs cas de Covid et. Non, mais il y avait plusieurs absents, tu vois, ça à la limite encore ça va. La 5e place qui va à fond, on veut l'Europa League et au bout d'un moment, on fait plus rien. L'OM l'a fait aussi, la 2e année Garcia. Oui, effectivement, on a balancé la Ligue Europa. Non, au bout d'un moment, c'est. Mais tu l'as pas balancé. Alors ça, non, si on l'a pas balancé, de révisionnisme, on l'a pas balancé. Tu l'as balancé une fois que c'était foutu. Tu l'as pas balancé. Désolé, quand tu mènes 2-0 contre l'Apollon Limassol. Mais c'était juste que tu te fais remonter à 2-2 par cette équipe. On est d'accord. Mais tu l'as pas balancé. Balancer, ça veut dire que tu l'as fait volontairement. Là, c'est juste qu'ils l'ont fait en. C'était juste en très grosse dilettante, c'est tout. Donc c'est balancé quelque part. Non, quelque part, oui. C'est un petit balancage. Comme ça. Tu as balancé la dernière journée à Limassol, enfin au Vélodrome contre Limassol où tu mets Scalès titulaire et tout. C'était juste très mauvais. Hein. T'as rien balancé du tout. Francfort, quand ils te mettent 4-0, c'est pas parce que tu leur as laissé le match, c'est parce qu'ils t'ont mis 4-0. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'en voyant ce tirage entre guillemets clément, on le répète à chaque fois, mais voilà, ça aurait pu être pire, est-ce que vous pensez que la direction peut se dire il y a un coup à jouer, est-ce qu'on va chercher une nouvelle recrue, une dernière recrue là comme ça? Maxwell Cornet. Non, je pense pas que ça influe le mercato. Le délai est très court. C'est dans combien de jours là? On est le premier, donc c'est lundi. Lundi soir à la fin du mercato. C'est très 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 court. Non, ça serait même limite de l'amateurisme de se dire bon, on va attendre le tirage au sort jeudi. Et si on a un tirage au sort clément, on va mettre 10 minutes sur un joueur. Non, mais peut-être pas se dire ça, mais ça peut peut-être être un argument de plus pour faire l'effort sur un joueur. Oui, sachant qu'il y a des pistes qui ont été évoquées par Longoria qui laissaient clairement sous-entendre qu'ils sont en discussion avec quelques joueurs. Ouais, pourquoi pas. Mais on l'a notre Maxwell Cornet d'ailleurs, entre parenthèses. C'est qui? Marley Haké. Est-ce qu'il est meilleur que Maxwell Cornet? Bon, attends, parce que je veux rebondir sur Skidiama. Je pense que ça joue, enfin répondre à Skidiama, plus répondre à ta question, je pense que ça joue plus dans la tête des joueurs avec qui on discute, de se dire attends, je vais jouer avec des champions et dans un groupe plutôt abordable. Donc un joueur qui hésite, au moment où il regarde la poule, il va se dire si on joue Liverpool, l'Ajax et Bergame, si ça allait pour aller jouer là-bas, il me prendre des piles et jouer à 5 derrière, flemme. Là, le groupe il est un peu plus ouvert, je pense que ça joue un peu plus du côté des cibles plutôt que du côté de l'OM. L'OM va pas aller voir un joueur en disant regarde, on a un groupe de merde et tout, viens jouer. Je vois pas du tout dire ça. Par contre, un joueur peut se dire avec son agent regarde, on a un groupe plutôt ouvert, je vais peut-être pouvoir jouer un peu, il y a moyen de me montrer, peut-être que c'est un peu plus favorable d'aller là-bas. Alors, on en parlera à la fin, excuse-moi. Vas-y. On en parlera à la fin, mais faudrait quand même renforcer partout aussi. Hein. Mais tu rêves là. Non, tu vois ce que je te dis? Oui. Il manque pas un joueur, il manque pas un ou deux joueurs. Il manque 3 ou 4. Un joueur à chaque poste, même gardien. Même gardien? Gardien, je vais en parler un peu après pendant ma petite chronique. Si Mandanda il se casse, si Mandanda il se blesse, c'est Yohan Pelé. Hein. Voilà. On est très mal, effectivement. C'est Yohan Pelé. Après. Alors qu'on a le RMC en fond, là il y a Mathieu Valbuena qui apparemment est consultant. Qui est devenu consultant et qui va affronter l'OM de nouveau, donc ça va être. Il n'y aura pas sa potence là. En vrai, justement, on en avait parlé en privé il y a quelques mois, on n'avait pas l'émission à l'époque. Vous
Voilà, je me mets à ta place, Mathieu. Ce que tu vas dire, et ça fera l'objet d'un débat, je pense, dans Passe ton ballon. Voilà, on en reparlera en temps voulu, mais moi je suis curieux de voir l'accueil qui lui sera réservé, même s'il n'y aura pas de supporters, vous savez très bien. Comment l'accueilleront les supporters à ce moment-là? Je vais parler personnellement. Le temps a fait son œuvre et je n'ai plus de haine envers moi, Mathieu Valbuena. Je sais que par exemple, Amaïs a encore beaucoup de Oui, rancœur tout envers à lui. fait, Je sais que toi, Idriss, moi, je suis plus de ton côté, moi. Franchement, honnêtement, c'est bon. J'ai même envie de garder plutôt les bons souvenirs. Ouais, c'est ça en fait. Ça y est, c'est fini, franchement, voilà. ces saisons à Lyon ne sont pas. Voilà, en plus, c'est pas comme si à Lyon il avait tout pété, qu'il lui avait dit Lyon, ça c'est. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, je comprends tes arguments, même si on n'est pas d'accord, je comprends et je comprends que d'autres personnes puissent penser pareil. Mais moi, je me dis, ça y est, c'était il y a 6 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, on en reparlera. Je reconnais que ça a été un joueur qui a toujours été présent lors des gros matchs européens. Exactement. Alors qu'au début de chaque saison, à part les 2 dernières, il n'est jamais parti titulaire. Mais c'est pour ça que j'ai encore plus la haine contre lui, en fait. Mais bon, bref, on en reparlera. On en reparlera déjà, on aura l'occasion d'en reparler, vu qu'on va affronter 2 fois notre ancien joueur. Messieurs, je vous propose de passer au quotidien, ce qui est un peu moins drôle, ce qui est un peu moins sexy. On a parlé de Ligue des Champions, on va retrouver le championnat et ce triste match ce week-end qu'on a vu la semaine dernière. Tu dis triste, moi je dis magnifique. Alors on va pas analyser la performance parce que c'était quasiment une semaine, on va pas rentrer dans les détails, mais de ce match découle une question et un constat, c'est les difficultés effarantes de l'OM à produire du jeu, à faire des différences. Comment expliquer ces difficultés-là, messieurs? Qu'est-ce qui se passe à l'OM? Alors, tu prends mon analyse de la semaine dernière où je t'ai expliqué pendant 3 minutes que cette équipe n'est pas coachée et qu'elle ne sait pas où elle va et que les joueurs ne savent pas ce qu'ils font, et tu remets. Voilà, c'est tout simple. Et pour ceux qui n'écoutaient pas là, est-ce que tu peux répéter de manière plus concise? Je dis ça pour rigoler, mais après c'est vrai, j'ai réussi. Moi, je pouvais pas regarder le match en direct. Du coup, je l'ai regardé en connaissant le résultat hier matin. Ah, c'était marrant. Ça t'a fait rire, toi. Mais moi, de toute façon, je n'arrive plus à être énervé par cette équipe. Vous et moi, on a eu ce débat plusieurs fois ces 2 dernières saisons. Je suis devenu un supporter blasé. Je suis devenu un supporter dépité par cette équipe et elle n'arrive plus à me faire du mal. Donc maintenant, et c'est le cas en ce moment, quand ça va pas, ça me fait rire. Et hier, je me suis tapé une de ces barres. Non, c'est juste. En vrai, c'est ridicule. Si je deviens sérieux 2 secondes, c'est ridicule. T'as des milieux de terrain qui savent pas ce qu'ils doivent faire, qui courent balle au pied, Sanson il court tête baissée, ça devient caricatural en fait, tellement les critiques qu'on lui fait s'accentuent de semaine en semaine. Il régresse. Tu te rends compte, il arrive à régresser encore, Sanson. Il court balle au pied, tête baissée au milieu de terrain. Alors que Metz, à aucun moment ils sont venus te presser, à aucun moment ils t'ont vraiment embêté. Non. Ils t'ont laissé le milieu de terrain champ libre. C'est marrant quand Radonjic fait ça. Oui. Mais parce que non, mais en fait ça m'énerve moins parce que Radon, on sait qu'il est bête. Radon, on connaît. Et Radon, il a à part mon équipe, le Radon Express, il n'a pas de supporters qui sont très sérieux pour le défendre. Sanson, t'as toujours des gens qui disent, qui arrivent à me dire ouais mais regarde, alors qu'on est à la fin du mercato justement, parce qu'il y a 6 mois quand on commençait vraiment à être très virulent sur Sanson, c'était ouais mais les recruteurs parlent du bien de lui, en Angleterre on parle du bien de lui, les mecs du milieu parlent très bien de lui, il n'y a que les supporters qui ne l'aiment pas. On est à 4 jours de la fin du mercato, l'OM a très clairement dit qu'à 15 millions il s'en allait, il est toujours là. Messieurs, je te coupe, il y a une petite annonce qui vient de tomber. C'est Joanne Crochet, le spécialiste italien de RMC, qui dit que l'UEFA annonce l'ouverture des stades à une capacité maximale de 30 personnes dès la semaine prochaine pour ces compétitions. De 30%. C'est ce qu'ils ont fait pour la Super Coupe 30%, pardon. de l'UEFA. Déjà 30 personnes. 30 personnes, c'est peu, oui. C'est 30%. Donc effectivement, c'est ce qui a été fait en Super Coupe pour le match Séville-Bayern. Pour le Vélodrome, ça laisse entre 18 000 et 20 000 places. Donc après, à voir si ça sera possible de faire ça en France. Ah, d'accord. Parce que ça dépendra en fait dans les pays où c'est possible. Ok, d'accord. Mais en tout cas, il y a peut-être possibilité d'aller au stade pour la Ligue des Champions. Il y a Pablo Longoria qui est interviewé par RMC. Ça change pas mal de choses. Mais ça veut dire que si ça passe en France, ça sera entre 18 000 et 20 000 personnes au Vélodrome. Voilà, donc espérons que ça soit le cas, qu'on puisse aller voir la Ligue des Champions au Vélodrome. Messieurs, pour revenir sur... Attends, je finis du coup, parce que du coup, voilà, Sanson, effarant, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que, et on va répéter encore une fois des trucs qu'on a dit après le match contre Saint-Etienne, c'est Payet et Thauvin, à quel moment les deux se disent ok, on prend le jeu de notre côté et on joue ensemble? On va évoquer les individualités dans quelques secondes, mais juste pour rester sur le collectif, c'est toi Maës qui a eu cette idée lorsqu'on a fait notre petit brief d'avant l'émission. Tu disais, est-ce que le salut de l'OM passe pas par un changement tactique? C'est un peu ce qui ressort aussi de ces 3 contre-performances au Vélodrome auxquelles on vient d'assister. Je me pose la question car
Au-delà des résultats qui sont décevants, le jeu est insipide. On se répète semaine après semaine. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système tactique? Voilà, je sais que Villas-Boas est habitué à son 4-3-3, etc., qu'il aime bien voir Payet à gauche, etc. Payet, l'année dernière à gauche, était très bon. Là, cette année, il est en immense difficulté depuis le début de la saison. L'année dernière, il était fit, cette année, il ne l'est pas. Oui, voilà, mais ça change tout. Mais du coup, il ne va pas perdre 20 kilos en 2 je mois. Suis d'accord avec Donc, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas passer en... Il faudrait peut-être pas passer en 4-2-3-1, par exemple, avec peut-être l'arrivée du Brésilien Luis Enrique qui peut donner une possibilité à gauche. Peut-être que Villas-Boas, j'essaie de me mettre dans sa tête, peut-être qu'il ne voulait pas passer à ce 4-2-3-1 en se disant, bon, si je mets Payet en 10, je mets qui à gauche? Radonjic, Ake, c'est léger. Et t'as quoi contre Radonjic? Et en même temps, s'il met ce 4-3-3, c'est aussi pour mettre Camara en sentinelle. Parce que s'il passe en 4-2-3-1, j'imagine que Camara ne jouera pas en 8. Ah si, moi je te dis, c'est Camara Rongier le double pivot. Ouais. Tu le verras aussi haut? Qui c'est qui va récupérer le ballon, tonton? Bah ouais, mais Camara, ça t'offre une assise défensive. Non, mais Camara, les gars, il a une aisance technique qui est tellement au-dessus du lot qu'il peut jouer en 8 tranquille. Tu peux même mettre Camara Gay. Et puis vu que après Gay, on sait pas encore trop où il en est. Mais vu que Payet en plus sera en 10, tu n'auras pas besoin d'avoir Rongier qui couvre autant de terrain. Donc si on vient dans ce système, le double pivot, ce serait Camara Rongier. Pour terminer sur ce truc, le 4-2-3-1, je suis partisan. Comme ça, il y aurait plus de présence autour de Benedetto. Parce que le pauvre, il me fait de la peine. Il touche très peu de ballons. Contre Metz, ça n'a pas été le cas. Il a touché un peu plus de ballons. Mais voilà, quand on joue contre Saint-Étienne, regarde les ballons qu'il touche, il est trop excentré à chaque fois. Il est trop mal servi. Il peut rien faire. Donc peut-être qu'en apportant plus de présence autour de lui qui aime décrocher, peut-être qu'on va créer un semblant de mouvement en attaque. Je ne sais pas. Messieurs, on revient sur la Ligue des Champions. La réaction de Pablo Longoria qui vient de tomber. Donc je vous la lis rapidement. Il dit: c'est toujours difficile de jouer la Ligue des Champions. On doit considérer ce groupe comme un groupe ouvert, intéressant et où toutes les équipes peuvent prendre des points. L'objectif est d'être compétitif dans le groupe, dans les 6 matchs qu'on va faire. Retrouver Porto pour André, retrouver d'anciens joueurs comme Benjamin Mendy ou Mathieu Valbuena, et pour moi de retrouver Ferran Torres, c'est un groupe de retrouvailles. Les matchs s'enchaînent en dehors de novembre avec la trêve internationale. La récupération est importante dans cette saison particulière. Et ensuite il évoque le mercato. Il dit: c'est toujours ouvert jusqu'au lundi minuit. On va être attentif, on doit bien profiter s'il y a des opportunités pour racheter ou vendre. Je ne ferme pas la porte. Donc ce qu'on disait il y a quelques minutes, peut-être valable. Ça peut peut-être pousser l'OM à faire un petit effort. On verra bien sur cette fin de mercato. Messieurs, retour sur ce match de Metz. Toi, tu parlais à Maïs d'un changement tactique. Il y a un autre argument qui n'est pas recevable, ou je ne sais pas. Toi, Cisco, tu veux prendre la parole Je voulais revenir sur... c'est individuel, c'est sur 500, mais il y a aussi cette part de chance qu'a l'OM qui est super énervant. Après ça, j'ai l'impression qu'ils surfent dessus, aussi bien les dirigeants que les joueurs, pour faire oublier un peu tout le contenu qu'il y a avant. Non, c'était vomitif. J'espère que c'est que de la com, ça. J'espère qu'ils ont un discours devant les micros où ils disent: ouais, on a quand même réussi à prendre un point. C'est vrai que c'est un côté énervant. Oui, parce que personnellement, j'étais énervé quand on a égalisé. J'ai senti l'égalisation. Je savais qu'on allait égaliser. Que ça allait encore dire oui, voilà, les couilles, le courage, etc. Mais au bout d'un moment, non, on peut plus se contenter de ça. C'est pas possible. Ce que je te dis, j'espère que c'est un double discours. J'espère qu'ils disent ça devant les caméras pour s'acheter une petite paix dans les médias et que de suite, dès qu'il rentre dans le vestiaire, il a un tout autre discours. Enfin, du moins, j'espère. Ouais. Sur Twitter, là, il y en a Mathieu Valbuena qui dit: Marseille et moi, on est liés à vie, et en réponse, il se fait incendier. Par la team OM. Okay. C'est le pauvre. Je suis trop optimiste. On parlait de ça tout à l'heure, Idriss. Toi, c'est un argument que tu ne voulais pas entendre, mais on est obligé de l'évoquer. Est-ce que la condition physique est-ce que c'est un problème? Parce qu'on a l'impression que cette équipe est fatiguée. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un argument recevable? Alors oui. Alors je vais répondre à ta question en 2 parties. Oui et non. Oui, c'est un problème, et non, ce n'est pas recevable, et non, et oui, c'est inadmissible. On est à la 5e, 6e journée? C'est quoi là? C'est le 5e match là. 5e journée, et au bout d'1 heure de jeu, plus personne ne peut faire d'effort. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas, tu vois qu'ils sont exténués. Le match était samedi, le match d'avant c'était dimanche. Il y a eu 6 jours. Ils ont eu le lundi pour se reposer, parce que ça avait été une semaine à 3 matchs, donc il fallait se reposer. Bon, après, ils ont bien le droit d'avoir un jour de repos de temps en temps, je dis ça juste pour rigoler. Ils ont repris l'entraînement mardi, donc il y a eu mardi, mercredi, jeudi, vendredi, match samedi. Ils ont eu 5 jours pour s'entraîner quand même. Oh, il n'y a pas de préparateur physique.
On rigolait beaucoup de Paolo Rangoni. Paolo, bon bref. Parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans la saison. Donc on disait, ouais, préparation physique en bois et tout. Et quand on voit le travail qu'il fait à Lyon, on voit qu'il est toujours resté sur les mêmes méthodes. Mais là, franchement, cette saison, c'est un truc. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est incroyable. Mais c'est pas recevable. Ce n'est pas normal. Ouais, mais non, l'argument des fans de Villas-Boas, c'est de dire justement l'équipe sera prête à partir de la mi-octobre quand le calendrier va devenir très très chargé. Alors 2 secondes. Ah, parce que c'est la préparation. C'est ce que j'ai sorti tout à l'heure aussi, mais c'est parce que c'est la blagounette. Ça, c'est la préparation des grands clubs, c'est pas la préparation de l'OM. Si vous voulez que je m'énerve, voilà, ça va démarrer très vite. Le calendrier de la Ligue 1 est sorti quand, s'il vous plaît? Il a dû sortir en juin, comme d'habitude. Début juillet. L'équipe a repris l'entraînement le 1er juillet. Donc tu savais très bien que dans les 10 premières journées, tu allais jouer Saint-Etienne, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux. Donc tu savais très bien que ton championnat, tu allais le jouer dès le début de championnat. Donc en quelle année tu prépares ton groupe à être prêt pour novembre-décembre en se disant c'est là qu'on va devoir arriver au top physique? Si tel est le cas. Mais non, mais c'est ridicule, c'est juste qu'ils ont mal travaillé. Après, quand on voit aussi la condition physique de certains joueurs, le vice-capitaine en chef de file, tu vois bien que le mec, le foncier, c'est pas trop son délire. Lui, son délire, c'est plutôt manger. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Dimitri Payet, il a prolongé son contrat cet été, qui va l'emmener vers ses 36 ans à la fin de ce dernier. Il a divisé son salaire en 2. Ça, c'est une énorme bêtise, c'est de la narration. C'était juste pour vous dire, regardez, au lieu de toucher 6 millions, il va en toucher 3. Ouais, mais au lieu de toucher 12 millions sur 2 ans, il va toucher 12 millions sur 4 ans. Ça revient au même. Parce que Payet, à 34 ans, avec les problèmes qu'il a à l'OM, le bilan sportif qu'il a à l'OM, à part cette finale d'Europa League qui sauve tout, quand on regarde un peu les matchs et les recruteurs, je suis désolé, ils regardent les matchs. Payet, son retour, c'est inadmissible. Il est bon 10 matchs depuis 3 ans. Il a pris 10 kilos, il en perd 25, il en reprend 35. Là, il est incroyable. Il est énervé. C'est beaucoup. Non, mais en fait, ça me rend ouf. Ça me rend fou parce que Payet, il arrive en 2013 à l'OM, été 2013, en même temps que Thauvin. Il a quitté le club juin 2015. Ça faisait 2 saisons qu'il était là. Il est revenu janvier 2017. On est en septembre 2020. Payet, ça fait 7 ans qu'il est à l'OM. Citez-moi une période de plus... Non, allez, 5 ans et demi. Citez-moi une période, une saison où Payet a été impérial du début à la fin. À West Ham. Voilà, il a tout dit. Tout simplement parce qu'à Marseille, l'année Bielsa, il est très du début à la fin. Oui, quasiment. Physiquement, c'est le premier à plonger. C'est la trève qui pète un plomb. Non, mais ça, c'est son attitude. Globalement, il est très bon. Ça, c'est son attitude à l'entraînement. C'est le premier à plonger. Sur le mois d'avril, c'est le premier à plonger. Après, il est mis dans ce système-là où il y a beaucoup de mouvements autour de lui. Mais bon, on va pas parler de l'année Bielsa. Payet, ce qui m'énerve, c'est qu'il connaît ses problèmes physiques, il sait qu'il prend du poids très rapidement. Et on l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, c'est quoi? C'est peut-être sa meilleure saison à l'OM? En vrai, pas juste sur le niveau de terrain, en all-around, tout. En tant que leader technique. Régularité. Tout. C'était sa meilleure saison. Pourquoi? Mais justement, qu'attendre de sa saison, ça permet de basculer sur les individualités. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Payet? Parce qu'il est clairement pas bon du tout depuis le début de saison. Il est clairement, il faut le dire, tu as raison, en surpoids. Je pense qu'il a plusieurs kilos en trop. Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui cette saison? Est-ce qu'il accepterait d'être sur le banc? Tu peux pas le mettre sur le banc. Il a trop de poids dans le vestiaire. Il a trop de poids dans le vestiaire. Tu peux pas. D'être sur le banc? Est-ce que a priori non. Pour enfin donner, je vais dire un truc qui va faire mal aux oreilles, donner les clés à Sanson. Beaucoup plus avant dans un 4-2-3-1. Mais tu l'as dit. Le problème c'est que Payet aujourd'hui, il jouit de ça, de sa force en tant que leader, parce que Payet aujourd'hui, c'est le leader du vestiaire, charismatiquement parlant, même si ça reste Mandanda le capitaine. En gros, Mandanda, on connaît tous, voilà, c'est Mandanda. En gros, Mandanda, c'est pas celui qui va sortir avec les joueurs pour faire la fête. Lui, c'est juste le capitaine qui parle avant les matchs. Ouais, le vrai leader, le vrai capot de cette équipe, c'est Dimitri Payet. Et Villas-Boas ne peut pas se mettre Dimitri Payet à dos parce que dans ce coaching-là où le jeu est tellement pauvre, Villas-Boas, pour avoir son groupe avec lui, il a besoin de faire du management. Et tu ne peux pas mettre le leader du vestiaire sur le banc. Et après, quand on parle juste de jeu... Si, tu peux le mettre. S'il y avait de la concurrence, je vais te dire mais non, tu peux pas. Y a pas tu peux pas. Même s'il y avait de concurrence, tu peux pas le mettre sur le banc. Tu peux pas le mettre sur le banc. Et Payet en plus... Mais parce qu'on sait que Payet, on va le dire, c'est un imbécile. C'est une tête de con. Et que quand il a envie que ça se passe mal, ça se passe mal, il en a rien à foutre. On a Idriss Azir qui est sur le hashtag Pastomalin, il nous demande de calmer Idriss. Oui, non, je sais pas. Non, mais parce qu'en fait, ça m'énerve parce que vous savez quoi? Payet est à Idriss ce que Verratti est à Riolo. Non, même pas parce que j'aime beaucoup ce joueur. Et Payet,
on parle beaucoup de la génération 87, on parle de Menez, Ben Arfa, Benzema et Nasri, en disant que ce sont des gâchis parce qu'ils avaient gagné en jeune en équipe de France. Payet est de la génération 87. Il a rien gagné. Il n'avait pas fait les équipes de France de jeunes, mais regardez le gâchis qu'est sa carrière. Et moi, c'est pour ça que ça m'énerve. C'est parce que ça me désole. Thauvin, ça m'énerve moins parce que Thauvin, il a un plafond au-dessus de lui. Alors justement. Thauvin, attends, juste, voilà. Après, je finis sur Payet, après on démarre sur Thauvin. Thauvin, il a un plafond au-dessus de lui. On sait qu'il n'arrivera jamais au niveau du dessus. Voilà, ça, il a 27 ans, 26, 27 ans, 93, 27 ans. Il a le plafond au-dessus de lui, on connaît son vrai niveau. Voilà, ça y est, c'est comme ça. Mais au moins, Thauvin, tu connais ses limites. Payet, on les connaît ses limites, mais il ne joue même pas à ces limites-là. En fait, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'il connaît ses problèmes de surpoids. Il sait que quand il s'entraîne pas souvent, eh ben, il planche. Mais purée, la semaine dernière, j'ai failli parler mal. Il y a eu on parlait du reportage sur Bielsa. Les deux seuls joueurs à avoir parlé, c'était Payet et Thauvin sur son passage à l'OM. Payet disait, je reconnais qu'il a été incroyablement important pour moi dans ma carrière et que certaines fois, j'ai pas fait les efforts et que je m'en suis mordu les doigts. Oh! Après, c'est Payet, on le sait qu'il est comme ça. Payet. Et puis, ça m'énerve. Un truc tout con, il est plus sur la fin de sa carrière qu'au début. Exactement. Donc faut s'attendre à ce qu'il soit de moins en moins régulier. On referme le dossier Payet, il en a pris pour son grade là, donc c'est bon. Mais tu parlais de Thauvin, ça va permettre d'enchaîner sur Thauvin avec une question. Est-ce qu'on peut être sévère avec Thauvin? Il a fait 2 très bons premiers matchs. Là, il marque un petit peu le pas. Est-ce qu'on peut être sévère avec lui après sa saison blanche, après la blessure? C'est compliqué. Moi, non, j'ai pas envie d'être sévère avec lui pour l'instant. J'attendrai. J'ai même envie de lui laisser la première partie de saison entière. Comme tu as dit, il y a une saison blanche. Tu reviens pas du jour au lendemain comme ça. Le souci, c'est que, pareil, entre guillemets, il a vite performé, lui. Donc, il a vite marqué. Donc, les gens se disent, ça y est, Thauvin est revenu à 100%. Il va porter l'équipe sur son dos. Non, ça marche pas comme ça, le foot. Surtout avec les matchs qui vont se répéter tous les 3 jours. Pareil, il y aura des matchs où il sera pas là. Donc, et puis, Thauvin... mine de rien, c'est un joueur de stats, mais sur 90 minutes, il n'est pas tout le temps là offensivement. Il sert à rien donc, sur 90 minutes. Non, j'ai pas envie d'être sévère avec lui, pour ma part. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, ce que je disais, parce que du coup, je viens de me rappeler que j'ai pas fini ma phrase parce que je me suis énervé. Mais, mais en gros, voilà, je disais, de par son aura dans le vestiaire, Villas-Boas ne peut pas mettre Payet sur le banc. Après, si on parle juste de jeu, Sisco l'a dit, tu sors Payet, c'est qui touche le ballon dans l'équipe là? Parce que si tu sors Payet, c'est Marlaké ou Valère Germain qui est titulaire. Mais c'est parce que t'as pas de concurrence. Et c'est qui tient le ballon? Alors justement, il y a un tweet qui fait un peu référence à ça. Et c'est Homer qui nous dit ça. D'ailleurs, il doit être très content de la future affiche pour OM. Salut Homer, qu'on espère qu'il viendra nous voir. Qui dit bizarre, l'OM marque et joue quand Payet et Thauvin sont sur le banc, en faisant référence à l'égalisation. Bref, non, contre Metz. Je pense pas que ça soit. Je pense pas qu'il y ait une relation de cause à effet. Je pense que c'est juste les fins de match. Il faudrait voir ça sur les autres matchs aussi. Si à chaque fois que ça jouait mieux. Moi, je pensais sincèrement qu'il faut changer de le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 dit par Amaïa, c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est un problème de système, les gars. Je pense que c'est juste un problème d'animation. Mais bien sûr que si. Payet, tu le dis toi-même, il a plus le coffre pour jouer 90 minutes. Bah, sur le côté, c'est encore plus dur. Concrètement, du coup. Parce qu'au-delà de son apport offensif qui est inexistant, le repli défensif, bah, il a fait contre Paris. Très bien, c'était un gros match. Mais ensuite, là, lors des autres matchs, je ne l'ai pas vu. Il fera son gros match contre Et en Ligue des Champions, tu vas moins avoir le ballon que face à Metz. Donc, tu vas courir. Donc, si tu as un joueur qui est défaillant sur le côté, c'est très problématique. Sachant que le côté gauche en défense est le plus faible comparé au côté droit. Ouais, ça passe très souvent à droite. Ça passe très souvent à droite lorsqu'on voit les matchs de l'OM. Payet lui-même, il se déporte très souvent à droite. C'est vrai. Le bloc est tellement étiré que je me dis tu peux jouer en 3-4-3 ou en 8-2-12 dans ce système-là. 8-2-12 on gagne. Messieurs, pour conclure sur les individualités, quid de Rongier, messieurs, qui est méconnaissable. Il est dans une forme abyssale. Il n'est pas bon même. Non, clairement. Moi je suis un défenseur de Rongier par rapport à ce qu'il avait montré la saison dernière. Mais c'est vrai que il a un coup de mou. On est les premiers à attaquer Sanson, mais Rongier n'est pas en reste. C'est vrai que Sanson prend pour tout le milieu, mais Rongier est quand même. Ouais, parce qu'il y a un antagonisme par rapport à son passé sous le maillot de l'OM, mais Rongier, il a encore un peu de crédit, du nouveau joueur entre guillemets, même si ça fait une saison qui est arrivée.
Mais oui, non, objectivement, il est aussi mauvais que Sanson depuis le début de la saison. Il paraît fatigué. C'est ça, oui. C'est Dédé de Casté qui a essayé de faire la manche. Non, il est. À la mi-temps du match contre Saint-Etienne, c'est le premier, il est arrivé, il était hallucinant. essoufflé au micro. Ah, il tire la langue. Il était essoufflé, il a dit on est fatigué. Parce qu'après, c'était 3 jours après Paris. Il y a un autre joueur que je voulais évoquer, après on conclura Ouais. sur cette individualité. C'est pareil, un joueur un peu méconnaissable dans ce début de saison, c'est Douye Tchalé-Tatsar, qui est sur ces 3 matchs au C'est Vélodrome vrai. n'a pas été bon du Avec tout, pas mal alors de- qu'il a été excellent la saison dernière. Des sauts de concentration qui font peur. Hein. Bah, le Sur- but contre Metz, il lâche l'attaquant, il lâche Nian. Pour moi, le Bah, but est pour lui. non, attention, il en fait souvent. Il a souvent des défauts de concentration. C'est vrai que c'est un problème, obligés c'est un défaut et- récurrent. Et on le remarque pas lorsque l'OM gagne ou lorsqu'il peut mettre 2 buts contre Brest. Contre Brest. Brest. Mais non, moi je trouve ça pas aussi surprenant que ça. C'est juste que là, comme on dit souvent, ça se pécache. Et il n'est pas aidé par Alvaro qui est dans une période un peu Voilà, compliquée. mauvaise période, ouais. On rappelle qu'il n'a pas été sanctionné. On en par la FA parlait, hier. on en parlait la semaine dernière, on se demandait s'il devait jouer ou pas. On a vu après le match qu'il aurait dû mettre mis sur le côté. Tant que cette affaire n'est pas réglée, maintenant qu'elle est réglée, on espère qu'il va. On espère que ça va aller mieux pour On lui. ouais. espère que son moral va revenir vers au plus haut, mais là, le match de Et samedi. puis ce côté gauche est cataclysmique. Hein. Non, mais en fait, ils ont Ah, pour tellement l'instant, peur. le- Ils ont la- tellement la peur de famille se faire de prendre dans le Nagatomo, dos avec ouais, Sakai très compliqué. Ils ont tellement peur de se faire prendre dans le dos avec Sakai Nagatomo qui joue à 30 mètres derrière la ligne médiane. Sauf que ton bloc, il est tellement étiré. Tu peux pas jouer au football professionnel avec un bloc aussi étiré là. Mais même en DH, c'est tendu de jouer sur un bloc aussi étiré. Mais alors en Ligue 1, Et- Alvaro, il transpire la pression. Et le comble, c'est que finalement, Sakai, c'est peut-être celui qui arrive à peu près à tenir son rang. Eh ben. Je- Oui. C'est dire Non, si c'est vrai, la situation est compliquée. C'est vrai. Mais non, c'est compliqué. Du coup, ça me fait repenser à tous les débats qu'on a eu en début d'émission sur la Ligue des Champions. Ouais, c'est possible, etc. Oui, c'est possible, mais remettons les choses dans leur Voilà. contexte. On a On une mène de- équipe avec beaucoup de carences. Voilà, on vient de redescendre d'un étage là. On Oui. était optimiste, on redescend d'un étage. Messieurs, je vous propose de marquer une petite pause. Vous m'avez déprimé. Voilà, on va se mettre un peu de musique, on va reprendre un peu des forces et on revient pour évoquer le match qui nous attend dimanche à Lyon. Allez, à tout de suite. De retour sur arc13.fr, il y a Idriss, il parle pendant les jingles. On était encore en ligne. De retour sur On n'arrive pas à le arc13.fr, l'émission Passe au Ballon. On vous a fait vivre le tirage au sort de la Ligue des Champions en direct. On rappelle, l'OM tombé dans le groupe C avec Porto, City et l'Olympiakos. On a évoqué ça longuement tout à l'heure, on va pas revenir dessus. On était sur quelque chose un peu plus triste, on va dire. On a parlé. Attends, On s'est Alors, un attends. peu ambiancé avec Si ce tirage de la Ligue des Champions. Et le soufflet est alors, retombé d'un si coup. on peut parler juste avant de passer au match de Lyon sur les petits points positifs, j'ai bien aimé l'entrée de Raoui au poste de latéral gauche. Bon, le peu de temps qu'il a joué, je trouve que c'est pas dégueu. Il a touché 4 ballons. Bah écoute, tu me demandes de trouver des points positifs, faut savoir un La peu. solidarité Non, maghrébine. c'est pas un point Non, même positif. pas, en plus, je l'aime pas trop. C'est un point non négatif. Oui, voilà. Si tu veux, appelle-le comme tu veux, tant qu'on n'est pas dans l'ambiance pourrie. Et surtout, parce que vous croyez quand même pas que vous allez passer à côté quand même, l'excellente passe décisive du Prince quand même. Vous avez vu un peu ce pied gauche comme ça Ne tac. répondez pas. Faites comme Mais si vous pourquoi n'avez pas entendu. Ah, si ça avait été Payet, on aurait dit ouais, Payet, regain de forme, troisième passe décisif de la saison. En tout cas, on n'aurait pas dit ça dans Passe ton ballon. L'émission. On est Pas, sérieux. parce que si Totalement objectif. De toute façon, si vous l'aviez dit, je vous aurais coupé la parole. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le hashtag Passe ton ballon. Vos pronostics, par exemple, pour la Ligue des Champions, pour le match qui nous attend dimanche à Lyon. La prochaine On vous destination de dira l'antenne. Radonjic. La prochaine Premier but de destination. Rongier à Lyon. Tu vas tomber juste un jour. Ça va arriver. À force de Ça le fait dire un tous an que les tu nous mois. l'annonces, ça va tomber un jour. Ça va tomber. Il était pas loin. Je suis contre qui, mais un poteau déjà. Bah, Lille. Contre Saint-Etienne. Lille, hein, Ah, il Lille, était pas loin. Oui, c'est Lille. Et à Lille, il avait ce penalty, c'est vrai. l'an dernier. C'est vrai, on a raté un penalty. Non. À Lille, l'an dernier, il tire le penalty, rappelle-toi. Oui, tout On à n'a fait. pas Et il raté un rate le penalty ce penalty. week-end Non, on n'a pas eu de penalty. contre Lille. Non, Bon, désolé, non, non. allez, bref, Ils on ont avance, terminé on avance, le on match, avance. Ouais, Ah, c'était il y a 2 Elle est semaines, je toujours regarde beaucoup de matchs. disciplinée. moi. Messieurs, on passe à Lyon-OM. Ce match qui nous attend dimanche, ce déplacement, c'est monsieur Jean-Michel Aulas et monsieur Rudy Garcia. Et Bruno Chirou. Et monsieur Bruno Chirou. J'ai noté en titre de débat la victoire ou la crise. Est-ce qu'on n'en est pas loin, messieurs? Le sang. Pour les deux clubs. Pour les deux clubs, hein, Exactement. Pour les oui, deux clubs, oui. c'est Je sais soit la même- victoire, soit Je la sais même crise. pas qui a le plus à perdre des deux. Mais justement, alors, on a deux équipes aux abois, là, en face. Lyon. Ah, complètement. Deux équipes qui sont dans une forme incroyable, qui n'ont aucun fond de jeu, des C'est pour ça individualités que je dis, c'est pas comme- du tout au C'est niveau. pour ça que je dis que c'est comique, moi, quand ça gagne pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match-là? Le Comico? Le Comico, ouais. On va renommer Olympico le Comico. Ça a une autre signification, les gars, à Marseille. Oui, hein. ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce Oui. qu'il faut attendre de ce match? Je même pas du côté de l'OM, plus globalement. Alors moi, je vais pour regarder les deux ça. équipes. Moi, je vais regarder ça en me préparant à me taper un fou rire. Parce que le duel Cornet-Nagatomo, là, on n'est pas prêt.
Le duel Cornet-Nagatomo, parce qu'Amavi va purger son 3e et dernier match ce week-end. Non, ils seront pas sur le même côté. Ouais, à un moment donné, ils vont bien permuter. Faut bien qu'on rigole un peu. Parce que après, Dubois-Nagatomo, ça reste aussi marrant, mais c'est plus marrant que Cornet. Oui, c'est plus ça qui va se dérouler. Le petit duel. Après, en vrai, il y a des axes de lecture intéressants à voir. Il y a Cacré Camara au milieu. Camara va devoir tenir Cacré au milieu de terrain. On sait qu'Oussama Aouar aime bien jouer contre nous. Donc, vu qu'en plus, il est en train de taper son petit caprice pour partir, on va voir un peu. Il a dit que. Olas a dit vendredi, deadline ultime pour que les joueurs partent. Oui, après, tu verras. Alors là, pour le coup, Olas, il a des défauts. Autant mais ça, c'est des trucs, je pense que s'il y a 50 qui tombent le nid. Imagine Aouar, il claque un doublé où il te sort le même match qu'il avait sorti au Vélodrome en 2018. Arsenal, le lendemain, ils reviennent avec un chèque un peu plus gros. T'inquiète pas que ça passe. Ils sont un peu plus réfléchis que ça. De Lyon-Marseille qui sort ce genre de phrases. On le connaît, Jean-Mimi. Oui, non, t'inquiète pas. Oui, moi, je pense que. Quand tu connais un peu les difficultés financières de Lyon, là, en plus cet été, parce que Depay, il est annoncé sur le départ depuis 2 mois, mais avec les difficultés du Barça qui peuvent pas payer son transfert, il est parti pour rester. Bah oui, donc c'est pour ça qu'avoir 50 millions. Alors crois-moi que si. Délire complet. Qu'après. Non, mais justement, un gros match d'Aouar, le lendemain, il y a un gros chèque qui tombe parce que ça sera le dernier jour du mercato. Jean-Mimi, il va réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur refuser. Mais bref, du coup, pour parler des axes de lecture, Lyon qui va jouer avec cette défense à 3 pour le seul Benedetto devant. Je suis curieux de voir comment Villas-Boas prépare son animation. T'as vu, je suis un peu sérieux quand je dis ça. Je veux pour le match de composition 4-3-3. Benedetto, Payet, Thauvin, Rongier, Camara, Sanson. Voilà, après la défense, ça va. Non, juste pas la tactique, mais juste l'animation, parce que il va quand même. Je rêve en le disant. Il va un peu s'adapter quand même. Il va pas dire bon les gars, comme la semaine dernière. Non, il va bien avoir un moment où il va dire bon les gars, on va essayer de les prendre un peu plus comme ça, un peu plus comme ci, on va les presser. Lyon, c'est une équipe qui sait pas gérer le pressing, tout simplement parce qu'il y a que 2 joueurs de ballon dans cette équipe et qui jouent les 2 milieux de terrain, que c'est Cacré et Aouar. 2 secondes, je viens de penser à Toko Ekambi et Dembélé devant, c'est pour ça me fait rire. Ils sont nuls. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout, effectivement. Du coup, je me dis, quitte à pas ce qu'on en mette pas, ils en mettront pas non plus. Tu vois. Justement, on est sur Lyon, on va rester sur Lyon, on va faire un petit peu l'analyse de l'adversaire. Est-ce qu'il vous fait peur ce Lyon-là? Non, absolument pas. Non, mais quand on met en comparaison avec notre forme actuelle. Non. Je vais te sortir un bon vieux poncif et pour ça, je vais imiter mon idole de toujours. Si tu ne prends pas de but, je sais pas comment tu peux faire pour perdre. C'est quand que tu passes, je crois que tu es à la salle Georges Brassens. Au théâtre Lacrier le 18 et le 19 novembre. Non, pour revenir Achetez à la vos billets question, sur billetariuk.com. Non, Lyon a un fond de jeu peut-être plus horrible que le nôtre. Voilà, quels sont leurs points? Est-ce qu'ils ont des points forts peut-être? Parce que les points faibles, ils ont meilleures individualités que toi. Non, ils ont que 2 pailles. Aouar quand même. Aouar, pardon, mais. Attention à Aouar. Non, ils ont des individualités, mais par exemple derrière, waouh. Et puis attention, parce qu'avec notre bloc qui est déjà la ligne de défense qui est déjà très très basse, si tu t'amuses à jouer un peu haut, mine de rien, Toko Ekambi va vite. Donc tu peux jouer haut. Poto Ekambi. Un peu plus haut que d'habitude. Un peu plus haut que d'habitude, je dis. Tu peux te faire prendre dans le dos si on parlait un peu sérieusement de leur force. Dans la tête de Villas-Boas, ça sera Lyon en demi-finale de Ligue des Champions. On va jouer la Ligue des Champions bientôt. Configuration Ligue des Champions. Là, c'est parfait. Là, c'est le match parfait. Je m'attends pas à ce qu'on prenne. On va leur laisser le ballon et on va jouer en contre-attaque avec Payet. Ça va être magique. Avec Payet en surpoids et Thauvin sur une jambe, ça va être incroyable. Je pense qu'on va être sur un des pires olympiques. Je ne demande qu'à être surpris, mais. Je sens que Payet va faire un gros match encore. C'est possible parce que mine de rien, la victoire à Paris, il n'est pas exceptionnel, mais il fait un match tout à fait correct. Il fait un bon match et je pense qu'à Lyon aussi, il est capable de se sublimer à son niveau actuel. Non, moi je pense que Payet en vrai, je suis bête, j'aurais dû chercher avant le nombre de kilomètres qu'il a parcouru entre Lille et Metz. Je pense qu'en cumulé des 2 matchs, il n'a pas couru plus que Camara ou Rongier sur un match. Déjà, il ne fait aucun repli défensif, donc forcément, tu comptes pas. Mais surtout, il dézone jamais. Il dézone jamais. À aucun moment, il vient chercher le ballon. Soit tu lui emmènes. Franchement, s'il a dépassé, je suis très sérieux, si Payet a dépassé les 4 km sur le match de Metz. Non, ça va. 4 km marchand. Les gars, je sais pas ce que tu as contre Payet. On est une émission sérieuse, monsieur. Non, mais je suis très sérieux.
Je sais pas, juste, j'ai pas fixé une. Tu nous fais une Nabil Djelit qui croyait que les kilomètres en avion, c'était les kilomètres. Un Nabil Djelit maintenant. 5e émission, vous me comparez à un Nabil Djelit, vous voulez que je m'en aille ou c'est comment? Est-ce que tu sors aussi? Non, mais solidarité maghrébine. Que dalle, mais en plus. Pour conclure sur Lyon, après on passera à l'OM. Est-ce qu'en cas de défaite, Garcia, ça. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais pour lui. Parce que là, l'équipe a sorti cette semaine que clairement, il n'irait pas au terme il n'y a pas au-delà de la saison actuelle. Est-ce ça peut même avec quel argent se conclure avant cette histoire? Avec quel argent? Quel argent? Parce que s'il est Lyon encore n'a là, pas d'argent. c'est justement à cause par qui le côté remplacer financier. Ça, je pense que Juninho trouvera quelqu'un. Mais ça serait surprenant de virer Garcia juste après le mercato. A priori, je pense qu'il a dû avoir son mot à dire. Donc c'est assez étonnant. Lyon qui a signé Lucas Paqueta cette semaine et qui devrait jouer a priori. Je pense pas. Est-ce qu'il sera titulaire? Toi qui as suivi un petit peu l'Inter, alors il a joué au Milan, Lucas Paqueta, mais Idriss, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement? C'est un joueur qui a de très grosses qualités, mais qui comme tous les joueurs de football du monde, ne peuvent pas s'exprimer dans ce collectif-là du Milan AC. Puis c'est un joueur qui est arrivé du Brésil très jeune, qu'on a tout de suite lancé au Milan. Milan, en plus, ils l'ont tout de suite très mis en avant. Il a fait le tour de tous les plateaux télé du monde, Lucas Paqueta, parce que c'était leur nouvelle star, c'était le nouveau Kaka. Il s'est un peu grillé mentalement, physiquement aussi. Il sortait de sa saison au Brésil, il a dû enchaîner sur une saison en Italie, où la première saison avec le Boxing Day, donc il ne s'arrête pas pendant les vacances de Noël. Et c'est vrai qu'il a un peu disparu en année 2019 du coup. Et il a traversé un peu la saison dernière comme un fantôme, parce qu'il y avait un peu le regain, si on peut appeler ça un regain de forme de Çalhanoğlu. Et comme je vous l'ai dit, le Milan, c'est un perpétuel foutoir. Donc impossible pour un joueur, surtout pour un jeune, d'y voir clair. C'est pour ça qu'il est important de souligner les incroyables performances d'Ismaël Bennacer là-bas. Et là, pour le coup, il y a une solidarité. Mais voilà, Paqueta, c'est un joueur qui, par contre, balle au pied, a énormément de talent, qui a un très gros QI foot. Il a un pied gauche sur coup de pied arrêté qui est très dangereux. Je le vois pas démarrer dimanche, mais je le vois pas performer en tout cas dimanche tout de suite, même s'il joue. Mais attention à terme, si Lyon arrive à le mettre sur pied, ça peut être un très très gros renfort. On verra ça dimanche. Je vous propose de repasser sur l'OM. On a évoqué Lyon sur ce match qui nous attend dimanche. Retour à l'extérieur, face à une équipe du même niveau, voire supérieure, qui va devoir faire le jeu. Là, on est dans la configuration idéale de match pour l'OM. Version Villas-Boas, version j'attends, version je ne joue pas. Malheureusement oui. J'ai dit bien malheureusement. Voilà, ça, on va laisser le ballon et on va essayer de profiter par quelques rares contre-attaques. Mais il y a moyen de passer parce que, comme disait tout à l'heure Ama, la défense lyonnaise aussi, elle est horrible. Même si Martilo est un net gain de forme. Ouais, mais tu vois, par exemple, le but qu'ils prennent là contre Lorient, là, Wissa, il fait un tout droit pendant 30 mètres, il est lancé de très loin, il part, il n'y a personne qui le rattrape. C'est terrible. Non, il y a clairement un coup à jouer, et comme ça a été dit, c'est a priori la meilleure configuration de match pour l'OM de Villas-Boas. Mais... Ils vont gagner, après ça va dire l'OM n'est-il pas calibré que pour les gros? Ça va être insupportable. Là, en cas de victoire, Villas-Boas va regagner du crédit encore. Ouais, c'est sûr. Il va encore persister. Parce qu'attention, on parle de Rudy Garcia, mais Villas-Boas aussi, son contrat termine en juin. Ouais, mais tu sais très bien que Villas-Boas ne sera pas viré. Peut-être pas viré, mais pourquoi pas remercier? En plus, là, avec son caprice de la saison dernière. Il a eu trop de crédit, il est là jusqu'à la fin de la saison. Ça me semble très improbable. Non, attention. Rachidi n'est pas prêt. C'est vrai, la révolution bouillon n'est toujours pas prête. Non, je parle pas d'être remercié d'ici la fin de saison, vous n'avez pas compris. Est-ce que lui aussi, au final, il joue pas sa prolongation? Je pense pas qu'il sera viré. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il soit chaud. Ouais, je crois pas que ça soit chaud. Il a l'air très chaud. D'accord. En plus, là, il va retourner à Porto, il va avoir un peu la nostalgie de se dire ah, Porto, c'est pas mal et tout. Ouais, mais je pense que Porto, ils ont très bien compris, ils sont très bien comptés ça, je pense. Non, mais pas en tant que coach, mais tu parles de la ville, tu parles de la ville là-bas. Non, c'est même de devenir dirigeant de Porto. Oh, d'accord. Oh, je voulais foutre un peu la merde, mais si vous êtes tous rationnels, écoutez. Messieurs, pour conclure sur ce match, votre 11 idéal, là, sur quoi on part dimanche là pour affronter Lyon? Après, oui, c'est ça. Est-ce que tu veux celui qu'on voudrait voir et qui serait logique d'un point de vue tactique? Oui, vu qu'on est déjà un peu malin. Parce que pas le 11 de Villas-Boas, on sait exactement. Sinon, ça va être celui de samedi. Mais qu'est-ce que vous êtes Villas-Boas? Qu'est-ce que vous faites là pour Je me rase. Mais footballistiquement, qu'est-ce que vous faites? Je mets un Maxime Lopez, pour lui, je veux le voir en 8, bordel. C'est pas compliqué. Ouais. Je veux pas le voir en 10, en ailier, en attaquant. Je veux le voir en 8. Tu me gères Sanson, tu mets Lopez, tu m'enlèves Nagatomo et tu me mets, je m'en fous, Sakai à gauche ou Khaoui, je m'en fous. Un mec qui court, s'il vous plaît. En fait, voilà, c'est ça. C'est quoi, je mets le nom que tu veux, latéral gauche,
Un mec qui court, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Non, après, juste un mec qui court un peu volontaire. Mais donc, Nagatomo, c'est le même débat qu'on a eu la semaine dernière. Pour moi, il va encore jouer. Il Ah a oui, été il va recruté jouer. pour ça. Putain. Il va jouer. Mais après, ne me demande pas quel 11 je veux. Si quand je dis que je veux pas Nagatomo, tu me dis va jouer quand D'ailleurs, même. ça m'a énervé parce que la rentrée de Rokia contre Saint-Etienne a été Anecdotique. Non, 1 milliard de fois plus. Même si c'était anecdotique. Oui, mais parce que même eux, ils attendaient Nagatomo. J'arrive même pas à parler. Non, mais parce que t'as un latéral gauche de 20 Après, Rokia, c'est la ans. solidarité comorienne. Hein, mais... T'as un latéral gauche de 20 ans. Il est là. Tu sais que t'as pas ton latéral gauche titulaire pour 3 matchs. Le latéral gauche remplaçant est pas bon. Le mercato finit lundi. Rokia, mine de rien, il y a même pas de discussion avec des clubs pour l'instant. Alors que je peux vous donner une petite soucoupe. Pour Chabrol et Flippono, ça devrait se décanter très vite d'ici lundi. Chabrol devrait aller vers Ajaccio. Flippono, il y a encore 2-3 clubs qui discutent. Donc on devrait trouver des portes de sortie à nos jeunes. Mohamed, il a dénoué le truc. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, on embrasse Ali Mohamed qui a signé à Zulte Waregem. Voilà, qui va jouer un club qui joue le maintien en championnat belge, mais au moins il va jouer dans une Ligue 1. Mais voilà, pour Rokia, en fait, ça me dépite parce que bon, t'as un latéral gauche de 20 ans qui sort une plutôt bonne saison à Sochaux. Bon, après, voilà, je vais pas faire celui qui sait pas. Il y a eu un problème au début de la préparation avec Villas-Boas, c'était personnel. Mais bon, après, à un moment donné, il faut grandir, il faut pas rester sur son ego et sur les a priori. Nagatomo n'est pas bon. Pourquoi c'est pas Rokia qui joue contre Metz? Et à quel moment Metz encore que tu veux pas le mettre contre Saint-Etienne? Allez, vas-y, c'est pas grave. Saint-Etienne, ils ont un Mouma, c'est un baroudeur de la Ligue 1, il connaît. Ça va, Bib Diallo, Ibrahim Niane, ça va. Rokia, il peut faire ça pour un match. Ça pourra pas être pire de toute façon. Mais bon, bref, de toute façon, je parle dans le vent. Non, on le verra pas, ça va être Nagatomo, il a raison, Amba. Mais voilà, j'aimerais voir. Moi, tu me demandes le 11 que j'aimerais voir. J'aimerais voir Lopez à la place de Sanson. J'aimerais voir. Peut-être pas les deux en même temps, j'allais dire Pape Gay à la place de Rongier, mais bon. Lopez à la place de Sanson, j'aimerais voir dans un monde idéal Rokia à la place de Nagatomo. J'aimerais voir Balerdi à la place d'Alvaro, parce que même si l'affaire est passée, on voit que mentalement Alvaro il est toujours pas dedans, il est toujours il est pas focus sur le terrain, et ça joue aussi sur les performances de Douillet, parce qu'on connaît l'apport vocal d'Alvaro par rapport aux performances de Douillet. Et puis, oui, Payet. Ou alors, je te coupe, hein, mais vu que tu as parlé de enlever éventuellement Alvaro, pourquoi pas remettre Camara derrière et Maxime Lopez en 6. Moi, je te dis, on en avait parlé en privé. Moi, je pense que Lopez, vu que son problème, c'est le volume de jeu, ça a des bêtises, hein, pourquoi pas le tester en 6, hein. On a vu qu'à la récupération de balle, même si c'est pas le plus gros presseur de la terre, il sait très bien harceler le porteur du ballon et récupérer le ballon dans les pieds de son adversaire. Et sa qualité de relance, elle n'est pas du tout à discuter. Ouais, mais on lui demanderait même pas de harceler l'adversaire. Il y a 2 marathoniens devant lui dans ce cas de figure. On veut juste qu'il soit la rampe de lancement. Il va avoir Aouar, enfin le 6 aura Aouar ou de paille dans sa zone. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Et après, à la relance, Lopez, même si j'aime beaucoup Camara, Lopez est un bien meilleur relanceur que Camara. Donc pourquoi pas après, mais faut pas rêver. Il y a toujours le truc de il est trop petit. On verra peut-être aussi la première de Luis Enrique, qui devrait peut-être rentrer en jeu. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais il devrait en gros, rentrer en jeu. À la place de faire le changement à la 70e où il sort Payet et Thauvin pour faire entrer Radon et Germain, il fera sortir Payet et Thauvin, il fera rentrer Germain et Luis Enrique. On devrait voir le Rando et Enrique. Voilà, on devrait voir le Brésilien pour la première fois. Messieurs, c'est tout pour ce match. Il nous reste 4 minutes. Idriss, tu as une petite chronique sur les jeunes, je crois. Juste parler des pas jeunes. Vraiment une chronique, parce que c'est pas tellement écrit. Tu voulais parler des jeunes, on voulait parler des jeunes, faire un petit point sur les débuts de championnat. Il y a 6 journées qui viennent de se passer dans ce que j'appelais le meilleur championnat du monde, la Nationale 2D, Nationale 2C cette saison, qui est le groupe de l'OM. Et l'OM est en train de faire un début de saison tout bonnement catastrophique. Avec 4 petits points glanés en 6 matchs. En 5 matchs du coup, parce que le match de ce week-end face à Rumi a été reporté pour des cas de Covid pour le club adverse, pardon. Et on part sur une équipe type de cette saison qui, à la base, aurait dû être, écoutez-moi, Simon Gapandouetenbou, donc le 3e gardien professionnel de cette équipe. Bravo pour avoir dit le nom. Mais sans vouloir me vanter, je l'ai toujours plus ou moins très bien dit. Simon Gapandouetenbou dans les buts. Avec Niani Sadjem sur le côté gauche, Richard, donc, qui a signé son contrat pro cet été, latéral droit, et une défense centrale qui aurait dû être Joachim Kada et Aaron Kamardine. Joachim Kada qui est le capitaine de cette équipe. Un milieu de terrain composé de Nassim Ahmed, Hugo Bertelli et Cheikh Souaré. Et une attaque composée de Ilyas Zouaoui, Mehdi Bahalouj et Jaurès Raou.
Sauf que pour l'instant, l'équipe ne ressemble pas du tout à ça. Et c'est pour ça que je voulais parler des jeunes aujourd'hui. C'est l'incroyable gestion de 2 cas. C'est le cas Covid, parce que Raoult, Richcard et Soirée ont été apparemment, parce que du coup on en a appris plus cette semaine avec le copain 13, 13-013, que en fait leurs tests Covid ne sont jamais revenus du labo. Et en soi, ils ne sont jamais revenus positifs. Donc l'OM les a mis à l'isolement en attendant d'être sûr que les tests étaient positifs ou pas. Je vous passe les détails parce que vraiment c'est une histoire longue et compliquée. Mais en gros, le Soirée, Richard et Jaurès Raoult s'entraînent depuis 1 mois individuellement parce qu'il y a une suspicion de Covid alors qu'ils ne savent même pas s'ils l'ont ou pas. Sauf que ça commence à être très long. Les tests PCR pour avoir le résultat, c'est 1 ou 2 jours grand max. Ça va faire 1 mois que 3 joueurs qui ont signé pro cet été, ils n'ont toujours pas joué une seule minute, que ce soit en 19 ou en réserve. Ils ne se sont même pas entraînés une seule fois depuis mi-juillet avec le groupe. Depuis qu'ils sont revenus d'Autriche, ils ne se sont plus entraînés avec le groupe. Donc tu te retrouves avec Nazaretian dans les buts, parce que Villas-Boas joue avec les gardiens de l'équipe réserve, qui sont 3. On a la chance d'avoir 3 gardiens de très haut niveau, et je pèse mes mots dans un qui est phénoménal, qui s'appelle Simon Gapon-Tenbou, avec Amadou Dia et Fabio Vanni, qui sont 3 gardiens qui ont l'âge et qui sont complètement capables de jouer avec la réserve. Mais Villas-Boas a besoin de 3 gardiens, voire 4, pour les déplacements avec l'équipe professionnelle. Donc, depuis le début de saison, il y a Yohan Pelé-Mandanda, Simon et Vanni qui partent avec le groupe professionnel tous les week-ends. Amadou Dia, il a eu lui aussi des problèmes un peu comportementaux avec, pendant tout l'épisode Covid, confinement. Du coup, il est puni. Sauf que lui, Amadou Dia, il est sur la 2e année de son contrat professionnel. Et donc, tu te retrouves avec 3 gardiens de très haut niveau qui sont disponibles. Et c'est le moins bon des 4. Parce que Amadou Dia est en 99, Nazaretian est en 2000, Vanni est en 2002 et Simon Gapon-Tenbou est en 2003. Donc, tu as 4 joueurs qui ont l'âge de jouer avec la réserve. Sachant que Simon, aujourd'hui, devrait jouer avec les 17 nationaux, normalement. Mais bon, bref. Et ça, il est précoce, il est fort, c'est comme ça. Et tu te retrouves avec 4 gardiens qui ont l'âge pour jouer, dont 3 qui ont plus que le niveau pour jouer, et c'est le moins bon des 4 qui jouent. Et je vois venir ceux qui nous écoutent, la team, ouais, c'est le piston parce qu'on connaît, voilà, c'est vrai, voilà, ben, bref. Mais c'est pas du tout ça. Pour le coup, et là, pour le coup, je me mets en défenseur, et ceux qui me connaissent savent que je suis pas les premiers à les défendre. Ouais. En défenseur de ce cas-là, parce que si Manu Nazaretian joue tous les week-ends, ce n'est pas grâce à son nom de famille, c'est juste grâce à André Villas-Boas qui a besoin de 5 ou 6 gardiens tous les week-ends pour les déplacements, et le club qui refuse de faire jouer Amadou Dia parce que le monsieur il a été un peu il a fait sa crise d'adolescence pendant le confinement. Et je trouve ça absolument ridicule parce que du coup tu te retrouves avec une réserve qui au bout de 5 matchs n'a gagné qu'un match, et Ama était présent ce jour-là, c'était face à la réserve de l'Olympique Lyonnais qui était venue avec ses U19. Tout à fait. Ce week-end, Ilyes Zouaoui, parce qu'il faut mettre il y a le coach, pardon, attends, je me perds un peu. Le coach Philippe Anziani qui est en place depuis maintenant sa 2e saison propose du jeu, mais alors là si vous n'êtes pas content de voir l'équipe professionnelle, venez voir les jeunes, vous allez voir, vous allez être servi en termes de néant. Le pauvre Hugo Bertelli, c'est le seul qui essaie de jouer au ballon. Il n'y arrive pas. Nassim Ahmed, qui est milieu défensif, est obligé de jouer latéral gauche parce que Serge Mouko est blessé, que Richcard est en Covid, point d'interrogation, que Foriel aussi est blessé. Donc on se retrouve avec un milieu de terrain pro aussi, relayeur qui se retrouve latéral gauche, Yanis Adjem qui joue latéral droit, Brice Mius, qui est un très bon défenseur certes, mais qui prend la place de Aaron Kamardine, qui vient de signer professionnel, qui joue tous les matchs. Aaron Kamardine a joué en U19 nationaux ce week-end. Je ne comprends pas la gestion de l'OM avec ces jeunes depuis le début de saison. Et aussi, Philippe Anziani fait un travail absolument horrible. Et juste dernier point, et mettre les joueurs face à leurs responsabilités, parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Ilyes Zouaoui qui est un phénomène, qui est la prochaine pépite de ce centre de formation, qui est en 2003, qui a 17 ans, qui a été annoncé comme la figure de proue de cette génération avec Bertelli, qui aurait dû jouer la Youth League, même si la Youth League a changé de format, qui s'est bêtement battu ce week-end sur le terrain, et la commission vient de donner 8 matchs de suspension à ce joueur qui ne rejouera donc pas jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc voilà, la progression, et le centre de formation marseillais qui travaille très 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 bien depuis 3-4 ans. Cette saison, c'est un bordel incroyable. T'es énervé aujourd'hui, toi. Mais parce que en fait, moi ça m'énerve. En fait, moi ce qui m'énerve, c'est quand il y a du potentiel, mais qu'il est gâché pas par des mauvais choix, qu'il est gâché par un manque de compréhension. C'est ça qui m'énerve avec Payet, c'est que Payet connaît. Oh, Payet. Non mais parce que je reviens sur ça. Payet connaît ses défauts et connaît ce qui peut le ralentir dans son jeu. Je finis. Rapidement. Il connaît ce qui vient dans son jeu, et si ça m'énerve, c'est parce qu'il le sait mais qu'il s'en fout.
Et c'est pour ça que ça m'énerve. Là, avec les jeunes de l'OM, c'est parce qu'il y a une lecture absolument illisible de ce qui se passe. Et regardez, les U19 et la réserve, qui sont les deux générations, enfin les deux catégories reines, entre guillemets, de la formation, mais n'arrivent à rien depuis le début de saison. Et que ça peut pâtir sur la progression de ces jeunes, parce que même si on dit le résultat, c'est pas le plus important en formation, ben, au bout d'un moment, quand tu perds tous les week-ends ou que tu fais des matchs nuls tous les week-ends et que tu joues mal tous les week-ends, il n'y a rien de formateur. C'était le coup de gueule d'Idriss. Voilà. Je pense qu'on va faire une chronique, le coup de gueule d'Idriss. Ouais, on va faire ça, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Après, hein. c'est moi le Kabyle excédé. Ouais. C'est vrai que là tu concurrences Nazarétien et le fils de Jean-Pierre Foucault. Voilà. C'est que ça pas. On conclura sur ça, messieurs. Filleul de Jean-Pierre Foucault et Éric Dimeco. On conclura sur ça, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir avec nous ce tirage au sort qui nous a octroyé un groupe Clément, on va dire. Qui nous a donné une bonne demi-heure avant qu'on parle du match contre Metz. Voilà, c'est ça nous a fait un peu nous évader. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, avec une émission très importante. On reçoit Benjamin Poté, c'est l'auteur, réalisateur et producteur du film sur Gunnar Andersson qui va sortir, on l'espère, bientôt. Et là, il est en train d'essayer de récolter des fonds pour acheter des archives et c'est très compliqué. On va le recevoir pour qu'il nous parle de son projet, donc soyez au rendez-vous. Ouais. Ça va être super sympa. On va apprendre beaucoup sur l'histoire de l'OM. Meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, exactement. Donc soyez au rendez-vous. On parlera de ça la semaine prochaine dans Passe ton ballon qui reviendra à 19h cette fois. Dans une horaire un peu plus normal. Voilà. Merci à tous et bonne semaine. Et on se retrouve jeudi prochain. Salut. Ouais, ciao, ciao.